Ils sont partis dans les couloirs du temps. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui des couloirs du catch. Comme d'habitude, hein, vous en avez l'habitude. Salut Messaya, comment tu vas? Bien et toi, Thomas? Eh ben ça va super. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui vont être un petit peu déçues parce qu'ils s'attendaient peut-être à voir la deuxième partie sur Shawn Michaels. Mais on a décidé de mettre une coupure entre les deux parties. Parce que On l'avait dit dans la vidéo. je sais plus si on l'avait dit, mais comme Oui, ça oui, au si, moins si, on l'avait prévenu. on le redit bien. Et ce qui est bien, c'est que comme la carrière de Shawn Michaels elle est en deux parties, c'est parfait pour faire deux parties. Pour ce format-là, oui. Et au moins, vous n'avez pas 6 heures de Shawn Michaels d'affilée. Tu as raison, on l'avait dit. Alors, aujourd'hui, on va parler de Christian Cage. Christian à la WWE. Voilà, et Christian Cage ailleurs. Ensuite, alors avant qu'on se lance, comme d'habitude, on va redire les mêmes choses habituelles. Un petit j'aime, un petit commentaire. Et n'oubliez pas la cloche. Voilà, comme d'habitude. Sur Shawn Michaels, 35% des personnes qui ont regardé la vidéo n'étaient pas abonnées. On est une toute petite chaîne. C'est gratuit, les amis. Hein. Et on en a besoin parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Par exemple, Shawn Michaels a eu une deuxième vie parce que vendredi, j'ai discuté avec un de nos très 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 fidèles abonnés. Oui. Le grand fan de la NWO. Le fait d'avoir échangé avec lui un jour où normalement la chaîne et moi, la vidéo m'a présenté, derrière, boum, c'est reparti. Mais on est très content des retours que vous nous avez fait dessus. Entre la vidéo, on avait des petites imperfections, mais elle a très bien marché. Et on était très content de la faire. Et en plus, Thomas a fait du montage. Ouais, ce sera pas sur toutes les vidéos. Non, mais alors, je pense qu'on peut s'attendre à ce que la vidéo de la NWO et la deuxième partie sur Shawn Michaels soit avec du montage. Celle d'aujourd'hui, non. Par exemple, voilà. Ça va dépendre du sujet. Et une dernière petite chose, il y a quelques points par rapport à la vidéo sur Shawn Michaels que je voudrais voir avec toi. Mais on en parlera le jour où on fera la deuxième partie. Oui, pas de souci. Voilà. Et sinon, je pense qu'on est bon. On peut se lancer sur le sujet. Pendant que je prépare mes petites fiches, moi je vous invite à remettre un j'aime et à vous réabonner. Oui, je le dis beaucoup parce que j'ai envie que vous le fassiez. Oui. Voilà. Vous pouvez même faire un deuxième compte Google pour vous abonner 2 fois. Même 3, même 4. Et juste une dernière chose, il se peut que vous entendiez des bruits de verre ou des choses comme ça. On est en train de tourner, il fait très chaud aujourd'hui, on est sur du 35 degrés. Là, il est déjà 22 heures, il fait encore 30 degrés. Donc on a pas mal d'eau, pas mal de trucs. Donc si vous entendez un peu des bruits de verre, j'ai envie de dire, c'est normal. Voilà, alors écoutez, c'est parti. Et aussi, on tourne chez Thomas, donc du coup, il y aura peut-être des bruits un peu plus parasites que d'habitude. Ouais, parce que par exemple, j'ai 2 chatons sous l'évier. Ils foutent le bordel, c'est pas une blague, hein. J'ai vraiment 2 chatons sous l'évier qui foutent le bordel. Donc voilà, écoute, tout est dit. Messaya, c'est parti, t'es prêt pour nous éclairer de tes lumières? Je suis prêt. Alors, The Captain Charisma, Christian, c'est parti. Alors du coup, je vais faire comme d'habitude la petite présentation de la jeunesse et tu prendras un moment de sa carrière catch. Bien sûr. Il y a aussi une petite chose que tu voulais dire par rapport, on va le dire tout de suite, par rapport, comme il y a une grande carrière jumelée avec Edge, il y a des petits points que tu n'aborderas pas, tu m'as dit. Oui, ou très très vite, par exemple, l'équipe Edge et Christian, on en a beaucoup parlé dans les vidéos de Edge, donc on vous conseille d'aller la voir. Et on dira quelques mots, mais pas... Voilà, quelques mots, mais je passerai assez vite, parce que comme c'est quelqu'un qui a eu, entre guillemets, 3 carrières aussi. Puis elle est immense, sa carrière, parce qu'il est encore actif aujourd'hui et... Exactement, et il est pertinent en plus. Donc, c'est clair. Donc, on y va. William Jason Rizzo, donc, c'est son vrai nom. Connu sous le nom de Christian Cage, il est né le 30 novembre 73, ce qui veut dire qu'il va bientôt avoir 52 ans, Oui. Il est né à... Ils abusent quand même, les gens naissent dans des villes que j'arrive pas à prononcer. À Kitchener, en Ontario. Mais il a principalement grandi à Orangeville. Et lui, en fait, finalement, il a un peu un parcours classique des catcheurs qu'on a parlé récemment, parce que ça a toujours été un grand fan de catch, même quand il était jeune. Avec son meilleur ami. Exactement, il se lie très vite d'amitié au lycée avec Edge. Ils étaient même colocataires de chambre, il me semble. Et lui, en fait, on peut même dire que c'était comme tu dis, un student of the game. Parce qu'il passait des heures et des heures à regarder des shows de catch. Alors, pas forcément tout de suite dans l'optique d'apprendre, mais déjà dans l'optique de se divertir. C'est des énormes fans, hein, de toute façon. Voilà. Pour poursuivre ce rêve, ils s'inscrivent tous les deux dans une école de lutte dirigée par Ron Hutchinson. Et ils apprennent les bases du métier, bien que Christian, je vais pas redire Jason, je vais rester sur Christian. Oui. Il était moins imposant physiquement que Edge. Donc il a toujours dû compenser le physique qui était un petit peu moins beau, moins gracieux. Il est un peu plus petit et beaucoup plus fin. Voilà. Et il s'est toujours distingué par une grande technique, un sérieux et une grande intelligence de ring. On peut déjà faire le petit truc que je vais dire tout de suite, c'est que on retient beaucoup plus par rapport au mainstream la carrière de Edge, qui est une plus grande star dans l'absolu que Christian. Mais par contre, au niveau in-ring, Christian est bien supérieur à Edge. Ah ouais, je le dis clairement, moi. C'est au niveau pur in-ring, Christian est bien meilleur. Edge aussi, on le considère comme une star parce qu'il a fait partie pour nous, je parle en France, de la génération Catch Attack. Bien sûr. C'était l'un des gros hits, voire le gros hit. Voilà, c'était l'un vraiment des visages de la génération Catch Attack. Donc forcément, il nous a marqué.
Moi, après, j'ai encore quelques petits mots à dire, mais très rapides. Il commence à lutter dans les toutes petites fédérations locales, parfois même gratuitement, juste pour gagner en expérience. J'ai une petite anecdote sur des noms qu'il a portés, parce que J'allais y venir, mais vas-y. Bah, c'est ce qui me reste à parler. j'allais dire, le nom de Christian Cage, il l'a trouvé très très vite, comme quoi, début de carrière, il a gardé le nom limite toute sa carrière. Et il me semble que Cage, ça vient de Nicolas Cage. Non, pas du tout. Non? Johnny Cage, Mortal Kombat. Ah, de Mortal Kombat, du coup, la Ouais, référence? Johnny Cage, ouais. Oh, je pensais que ça venait vraiment de l'acteur. Par contre, le Christian, c'est Christian Slater. Ah, bah, j'ai confondu, excuse-moi. Voilà, le Christian, Merci de me c'est corriger. un acteur, bon, je suis là pour ça. Et sinon, bah moi, les derniers mots que j'ai mis, c'est grâce à leur persévérance que Christian et Edge finissent par attirer l'attention de la WWE, ce qui marque leur début de leur brillante carrière. Oui. Bah, du coup, je peux juste parler de leur équipe durant le circuit indépendant avant qu'on arrive à la WWE, Oui, bien parce que sûr. c'est des mecs qui vont arriver très vite là-haut. Je sais qu'on en avait parlé dans la vidéo de Edge, ils auront un clan où ils vont déjà rencontrer Rhino. Ouais. Donc, dans un clan, il me semble dirigé par Joey Legend. Oui, Et c'est ce moi, qu'on dit d'ailleurs dans la vidéo de Edge. c'est ça. Et le Christian, il a pas eu tout le temps le nom de Christian Cage, il a tenté un autre nom qui est très bizarre. Donc, du coup, j'avais envie de le dire parce que c'est une petite anecdote. Est-ce que ça vaut celui de Edge? Non, je préfère Saxon Castle. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce nom. Mais lui, c'était Male Nurse. En deux mots? Ouais, en deux mots, du coup, c'est l'infirmier. D'accord. Je sais pas pourquoi il avait pris ce nom-là, mais c'est un peu marrant comme anecdote. Et, que je l'avais déjà dit dans la vidéo de Edge, c'est en équipe, donc Christian Cage et Saxon Castle, c'était les Suicide Blondes. Ouais, Voilà. Moi, ça me fait toujours penser un peu aux Hollywood Blondes, quand on parle de ça. Bah, je pense que c'est la référence, hein, pour le coup. Parce que les Hollywood Blondes, donc Brian Pillman et Stunning Steve Austin, les deux étaient blonds, beaux gosses, machin à l'époque, hyper flamboyants, et que eux, bah, c'est à peu près le même délire, quoi. C'est vrai que ça, avec le côté un peu plus goofy qui arrivera plus tard. Bien plus tard. Parce que on va arrêter de dire qu'on en avait parlé dans la vidéo de Edge. On va faire la vidéo On va quand normale. même retracer les débuts. Moi, par contre, ce que je vous conseille, c'est éventuellement, dans la semaine, vous avez le temps, si vous avez envie de nous écouter, que nos voix vous saoulent pas trop, faites-vous Christian, puis Edge ensuite dans nos vidéos, et puis Ah, voilà. mais on est très intéressant, donc je pense qu'on les saoule pas beaucoup. J'espère. N'hésitez pas à dire si Messiah vous saoule plus que moi. Et pareil, hein, je me laisse le défi de ne pas citer le nom d'un catcheur. Je vais te mettre au défi dans une anecdote, donc ça va être marrant. Ah. Dans 2 fois en plus dans la carrière de Christian, donc ça va être marrant. Je sais, j'en ai un sur fond d'écran. Du coup, moi, je te laisse donc commencer. C'est un petit peu leur début, leur quoi, Bah, leur début donc, du coup, en fait, d'abord, il y a le début WWF, déjà, à l'époque de Edge, qui avait été présenté. où Edge, la WWE, a payé ses études, même tout ça, ouais, bien sûr. dit. Et en fait, au moment où ils embauchent Edge, Edge avait demandé tout de suite s'il pouvait embaucher son pote. Il avait demandé, il fait ouais, mais mon ami Christian, on est partenaire par équipe, ce serait bien que vous le mettiez, c'est vraiment un bon catcheur et tout ça. Et en fait, eux, ils étaient vraiment pas intéressés. Edge, ils avaient flashé dessus. Comme j'avais dit, ils avaient tout payé pour lui et tout. Et donc, du coup, ils vont dire bon, on va lui faire quand même une fleur parce qu'on y croit vraiment, on n'a pas envie que le mec se barre. Edge, c'était vraiment ça a toujours été le projet de toute façon. Ah, tu l'as dit plusieurs fois. Qu'ils ont tenté 3-4 fois avec lui. C'est ça. Et du coup, en fait, Christian, ils vont lui donner un contrat, mais de développement. Et en fait, ils vont l'envoyer dans des fédérations, dans une fédération de développement de l'époque. Et il va pouvoir déjà un peu tester les os et tout ça. Et Edge avait déjà commencé. Et Christian, en fait, il va apparaître à la télé. Lié à Edge tout de suite. Donc Edge, en fait, c'était pour son match de titre intercontinental face à Owen Hart au pay-per-view Breakdown de 98. Voilà, j'allais te demander l'année, on a 98, ok. Et tout de suite, Christian arrive. Voilà, c'est ça. En fait, on comprend pas trop. En fait, durant le match, un mec qui est un sosie de Edge vient. Et en fait, c'est Christian. Donc cheveux longs blonds, lunettes de soleil noires, petite chemise blanche. Et en fait, ça le distrait. Du coup, il va perdre son match par roll-up par Owen Hart. Ah, donc il distrait Edge. Il distrait Edge, ouais. Et en fait, Christian va tout de suite s'allier à Gangrel. Pas Edge, au début. Et en fait, ils vont intervenir durant ces matchs, tout ça. Pendant plusieurs semaines, on connaît même pas son nom. On dit juste c'est le frère de Edge, c'est tout. C'est le seul truc qu'on dit. Il a même ça va rester longtemps, ça d'ailleurs. Ça va rester longtemps. Et en fait, ça devient un peu le valet de Gangrel. Il va avoir un petit truc un peu spécial. Donc du coup, ils vont lui donner un titre solo tout de suite. En fait, mais un titre pas important. En fait, il va gagner le titre Light Heavyweight face à Takami Shinobu. Toujours en étant le valet de Gangrel. Et là, ils vont l'appeler Christian, dire son nom et tout ça. Et en fait, Edge, à force, va finir par les rejoindre pour donner The Road, qu'on avait dit. Et puis meilleure musique d'intro. L'un des meilleurs thèmes d'entrée. Ouais. Par contre, quand tu parles de ça, c'est rigolo de se dire que finalement, ils n'avaient pas spécialement une grande envie de l'embaucher, mais ils lui ont fait quand même très vite confiance. Ou très vite confiance, et peut-être aussi, peut-être pour développer Edge, ils se sont dit, ouais, comme il le connaît très bien, les mettre en équipe, ça pourrait être sympa pour le début de carrière. Mais lors de ce premier run, je vais y revenir assez souvent,
c'est que c'est un peu à l'instar de Matardi. Ça veut dire qu'en fait, ils ne croyaient pas en lui, en fait, ils n'ont jamais fait confiance. Et ça va arriver plusieurs fois, ils vont lui donner pas mal de trucs, mais jamais il va passer un plafond de verre, quoi. Ça va être limite card jusqu'à son départ, de toute façon. Ah bah moi, lui, c'est vraiment le catcheur, tu pouvais pas mieux dire, vraiment le catcheur qui a le plafond, ouais. Lui, tu sais qu'à un moment, il ira pas plus haut. Même tout ce qu'on lui donne, même s'il a été très divertissant, moi, il me plaisait, hein, dans les années 2003, 2004, quand il était à Raw. Oui. J'étais content de le voir, j'ai toujours trouvé sympa. Tu vas y venir en disant que ça a été beaucoup un catcheur par équipe. J'ai toujours été content de le voir, mais c'est vrai que je m'attendais pas à le voir champion, Et pourtant, du monde, on en parlera justement durant 2004-2005. Son personnage, pour moi, il y aurait un truc qu'il aurait pu. Vraiment, il aurait pu s'ils avaient eu les couilles de le faire, quoi. Du coup, est-ce que tu veux parler un peu de The Brood? The Brood, comme on l'a dit, c'est des vampires. Ils vont avoir pas mal de matchs par équipe. Ils vont pas prendre de titres. Ils vont faire partie du Ministry of Darkness. D'abord, ils vont être un peu face à eux, mais ils vont finir par les rejoindre. Comme j'avais déjà dit, ils font même une apparition à WrestleMania 15 durant l'horrible Undertaker Big Bossman en ligne de selle. C'est eux qui viennent au-dessus de la ligne de selle, descendre la corde pour que le Taker il pende le Big Bossman. Que du bon goût. Ouais, que du bon goût. Franchement, c'était nul. Et derrière, en fait, ils vont quitter Gangrel. Gangrel va les trahir. Ils vont avoir une petite rivalité face à lui. Et Gangrel va trouver deux nouveaux jeunes. Les Hardy Boys. Les Hardy Boys, donner le New Brood. Donc là, je pense qu'on est entre guillemets, on peut dire qu'on est sur la fin du chapitre The Brood, il n'y a rien d'autre. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, c'est pas vraiment important, le Brood. Et derrière, on commence Edge et Christian. Donc, la grosse rivalité avec les Hardy Boys. J'avais déjà parlé de No Mercy, 99, qui est le match qui a commencé la révolution des tag teams, avec ce match à échelle que pour moi, il a pratiquement pas mis. Il est ouf. Même si, comme j'avais déjà dit, la stipulation est à chier, hein, parce que le but c'était pas de gagner un titre, ni être challenger numéro 1, c'était de gagner les services de Terry Runnels. Ah oui, c'est ça, voilà, ouais. C'était le, où on avait même dit dans l'émission sur Hardy que la condition féminine, donc c'est la taille en biseau. C'est la taille en biseau. Et derrière, en fait, ils vont continuer leur rivalité avec les Hardy Boys et ils vont aussi être en parallèle en rivalité avec les Dudley Boys. Et c'est le début de des deux gros matchs de ce tri-state, quoi, de ce sextape, vraiment ça marche trop bien, les trois équipes c'est merveilleux. Et on arrive à Mania 2000 où Edge et Christian vont gagner leur premier titre par équipe en gagnant le match à WrestleMania. Que normalement les fans, alors je sais qu'on le dit beaucoup, on l'a dit dans l'autre vidéo et tout, c'est la première fois qu'on fait vraiment autant une carrière parallèle ouais. C'est pour ça on est désolé si on vous le... Mais vous inquiétez pas, plus on va avancer dans la carrière, plus ils vont se séparer. Donc du coup, après, on en parlera plus trop. Et et je pense que les amateurs de la chaîne qui nous suivent depuis très longtemps, le match de l'échelle, on vous avait déjà conseillé d'aller le voir à WrestleMania 2000. Pour moi, c'est le meilleur match de WrestleMania 2000, non? Oui, pour moi aussi. C'est le meilleur. C'est le WrestleMania où de toute façon, il y a que des matchs par équipe. Oui, il n'y a pas de single match. Il n'y a pas de single match, voilà, merci. Et derrière, il va y avoir aussi le premier TLC à SummerSlam, qui est ouf aussi, qu'on conseille d'aller voir. Et on arrive à TLC 2 à WrestleMania 17. Je passe vachement. Donc ils ont 3 matchs en tout, les par équipe, c'est ça? Les gros matchs par équipe. C'est ça, le match échelle de WrestleMania 2000. Ça, je m'en souviens. Le premier TLC à SummerSlam. Ok, je m'en souviens aussi, ouais. Voilà, et le deuxième TLC à WrestleMania 17. Et c'est auquel où t'as des ajouts de Lita, Bah, c'est à WrestleMania 17. C'est au WrestleMania. Voilà, c'est ça. Où, en fait, c'est limite au lieu que ce soit un tag team triple threat, c'est un six-way en fait. D'accord, ouais, quasiment. Parce qu'il y a Rhino qui vient aider Jay Christian, il y a Spike Dudley qui vient aider les Boys, et Lita qui vient aider les Boys. Et Rhino qui était ami avec eux. Oui. Qui s'était connu dans les fédérations indépendantes. Et même j'avais dit, durant cette période-là, ils vont même faire ECKR. Donc, Edge, Christian, Kurt Angle, Rhino. Ok. Voilà, donc les 4 vont un peu se mettre ensemble. Mais Christian, il est vraiment un peu effacé, quoi. Dans les matchs par équipe, il est très bon. En général, il prend aussi des bumps de fou. On l'oublie un peu dans les matchs, je trouve, Christian, alors lui, il rate rien. Pour le coup, il est vraiment bon. Il essaie d'être safe, même si c'est pas tout le temps le cas, parce que des fois, il prend vraiment des sales bumps. Et, comme j'avais dit, il gagne les deux manias d'affilée. C'est les deux opportunistes un peu gros. Qui c'est qui gagne un SummerSlam? Il me semble que c'est eux aussi. Il me semble qu'ils gagnent tous les matchs. Je crois qu'ils gagnent les 3. Vous nous corrigerez si on se trompe, parce que je sais qu'on a des grands connaisseurs et des grands férus. Donc si on dit une bêtise, ils nous rattraperont. Ouais, ils nous rattraperont. Mais en fait, on va arriver tout de suite aux premières frictions entre les deux. De toute façon, WrestleMania. Entre-temps, ils ont eu leur gimmick de Goofy, Surfer Goofy, qui est exceptionnel. On va le répéter, il y a des scènes
que vous devez aller voir. Il y a des segments que vous devez aller voir. Franchement, Fat Elvis et Very Fat Elvis, allez-y, hein, parce que moi ça me fume de rire. C'est mon préféré. Et quand ils font les pécores du sud des États-Unis. Up Yard and Join It. Ouais, ça voilà. Et l'autre dernier segment que je vous conseille d'aller voir en tant que Edge et Christian Goofy, c'est quand il parodie les Hardy Boys vieux, où Jeff Hardy, la Parkinson, et c'est très drôle. C'est vraiment ça fait partie des segments humoristiques que je préfère aller voir. Ouais. Quand j'ai pas trop le moral, je vais voir eux, je vais voir. Ouais, ça met la banane en vrai. Voilà, ça fait la banane avec les grosses lunettes, ils sont ridicules. Bah, c'est ce que j'allais dire. Le style de Christian, pour moi, c'est parce que Edge reste à peu près pareil, à part un peu les lunettes, mais ses lunettes sont normales, on va dire à peu près normales. Alors que celles de Christian, mais mon Dieu, elles font 2 fois sa tête, quoi. Elles sont vraiment trop drôles, quoi. On a l'impression qu'il a 2 têtes, une mouche. C'est un peu, voilà, c'est une tête de mouche. Non, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça, et c'est important. Donc là, on passe toute cette rivalité-là. Il me semble qu'on est en 2001. On est en 2001, on est un peu avant l'invasion. Voilà, et normalement, il doit se passer quelque chose. C'est pas le. Bah, c'est Edge qui va gagner le King of the Ring. Exactement. Donc, notre ami Edge, ils veulent le pusher enfin, et en fait, bah, du coup, ils vont le mettre en rivalité contre son pote, et en fait, après sa victoire au King of the Ring, on voit que Christian est extrêmement jeune. Il y a un segment, justement, c'est au pay-per-view Invasion, où ils vont avoir des frictions durant le match. Même Edge commence un peu à se douter que Christian il a commencé à en avoir marre, parce qu'en plus il lui porte le trophée. Alors ouais, il se montre un peu plus devant que Edge. J'allais dire c'est qu'en fait c'est Edge qui a gagné, mais il a jamais le trophée. Voilà, c'est ça. Même l'autre, je crois que excuse-moi, oui. Je crois que quand Edge gagne le trophée, Christian se barre avec. Oui, c'est ça. C'est lui qui prend le trophée. Il y a même un moment un coup de l'appel, leur mère qui appelle. C'est pas leur mère, c'est leur grand-mère, j'allais le dire, justement, c'est un peu revue Invasion, ils viennent de gagner leur match, même s'il y a eu un peu une dissension. Et en fait, Edge il a sa grand-mère au téléphone, et en fait, Christian il arrête pas d'aider, mais moi aussi je veux parler à la grand-mère, et en fait, la grand-mère elle s'en bat les couilles, elle veut juste parler à Edge. Donc du coup, dès qu'il lui passe le téléphone, elle a raccroché, quoi. C'est la pire grand-mère de tous les temps. C'est vraiment pour se dire que quoi qu'il arrive dans ce moment-là, c'est toujours Edge devant, Christian en dessous. C'est ça. Et donc du coup, il va le trahir quand même. Donc, mais j'ai pas le souvenir, il le trahit pendant l'invasion ou c'est un petit peu après? Non, c'est pendant l'invasion. C'est alors le match, je sais plus, excusez-moi, je ne sais plus c'est durant quel match. Et au bout d'un moment, en fait, Christian il en peut plus et il le trahit, il le beat down, ce qui va les amener à s'affronter pour le titre intercontinental, parce que Edge est devenu champion intercontinental entre temps, en battant Test, il me semble. Et du coup, ça fait un parallèle parce que Test va être avec Christian plus tard aussi. Donc du coup, ça fait toujours un parallèle. Et ce qui est cool, c'est qu'ils vont quand même donner une victoire à Christian. Alors que moi, franchement, quand on voit le push qu'il voulait faire de Edge, on se dit, bah, il va juste défoncer Christian et Christian, on va l'oublier, quoi. Mais non, à Unforgiven de 2001. 2001, ouais. Voilà, le Christian va battre Edge et devenir champion intercontinental. Donc, son premier titre intercontinental. Itasso, il est important de se dire que, tu me dis si je dis une bêtise, mais qu'à l'invasion, en fait, eux, ils ont pas trop été ils ont été un petit peu par moment, mais jamais trop été dans les angles de l'invasion. Après, quand il va vraiment faire les américaines, j'y reviendrai, il va faire un tout petit peu partie de l'invasion. Donc là, c'est sur la fin de l'histoire d'invasion. Voilà, il va tout faire partie du côté WCW, FCW. Mais ça va servir juste à un truc post ça. Il y a jamais été, lui, hein, la WCW. Hein. Jamais. Ouais, on est d'accord, comme Edge, de toute façon. Bah, Edge, il est passé. Oui, bah, Sexton Arcastle. Non, il se faisait appeler Diamond Striker. Il est dans 3-4 matchs. C'est vrai. Il dit, je veux pas être ici. Voilà, c'est exactement ça. Excuse-moi. Hein. Oui. Il faut que je m'en mette mes mémoires de Edge. C'est toi l'expert. Et il lui donne quand même le titre intercontinental, donc on se dit, ok, c'est cool. Donc c'est son deuxième titre solo, finalement. Deuxième titre solo. Plus les titres par équipe. Plus les titres par équipe, mais en fait, il va le perdre un mois après. Un mois après, à la revanche, à nos merci, Edge va le rebattre. Ouais, mais j'aime bien des fois dans ces rivalités-là, où de temps en temps, le mec qui est censé tout le temps perdre, finalement, a quand même une belle victoire. Même si c'est que sur un mois, ça l'enterre pas complètement. Mais là, il va faire un petit passage à vide, justement, après ça, où il va traîner dans le low card, et il va vite prendre une gimmick de chialeuse. Vraiment de chialeuse, où il va être, il va se plaindre de tout, en fait. Il va vraiment, il va chouiner, il va taper sur le sol. Justement, moi je me souviens dans les anciens jeux de catch, c'était ses provocations, souvenez-vous, dans Shut You More, les taunts. L'une des taunts de Christian, c'était il se mettait au sol et il tapait par terre comme un enfant en fait. Et durant en fait à chacun de ses matchs, il va taper des crises de gosse en fait, tout le temps. C'était pas terrible ça. Non, c'était pas terrible, mais par contre ça a pris avec le public bizarrement. Donc le public lui chantait des chants par rapport à ça, genre Christian est un gosse quoi. En gros c'est ça. J'ai plus le chant exact. Donc là c'est quoi? Mais ça a quand même marché. Fin 2001. Fin 2001, il apparaît avec le City à Hit, donc les shows secondaires, de temps en temps, on le voyait quand même dans les gros shows, mais vraiment low card. Et en fait, il va être pris, on va dire, sous l'aile de DDP,
qui est arrivé, justement, c'est après l'invasion, DDP, lui, son personnage était entre guillemets déjà mort, hein. On va pas y revenir. Non, ça me. De toute façon, bientôt, émission sur DDP, je vais pouvoir balancer tout mon sel. Ah ouais, tu pourrais y aller, hein, gaiement. Et en fait, DDP, il va se dire, non mais en fait, t'es un bon catcheur, tu devrais pas le prendre comme ça. Là, tu parles backstage ou tu parles réel? Non, c'est à la télé, c'est une storyline. D'accord. C'est un storyline, et il va lui dire machin, et en fait, il va faire un face turn, un mini face turn, mais en fait, qui va très rapidement, il va redevenir heel tout de suite, en fait. C'est DDP va le prendre, va essayer de le remotiver, parce qu'en fait, après encore un énième défaite, Christian va dire, non, je quitte la WWE, j'en ai marre, on me respecte pas, vraiment la chialeuse. Et DDP va lui dire, bah non, tu dois pas le prendre comme ça, et en fait, il va l'aider. Travail, machin, et tout ça, et juste après, il va il turn sur DDP et lui casser la gueule. C'était bien le run de DDP avec Ah ouais, bah, même si, au final, avant WrestleMania 18, Christian va devenir champion européen en battant Bradshaw. Donc encore titre secondaire, en fait, il tourne toujours autour de ça. C'est presque un grand slam champion, en fait, Christian, quand on t'écoute. Bah, il a gagné pas mal de titres. Hein. Ah. Bah, en fait, il lui manque le titre WWE, si tu veux. Ouais, oui, parce que lui, il a eu l'autre. Ouais, et il n'a pas eu le titre des États-Unis non plus. Ouais, d'accord, ok. Voilà, donc, mais il lui manque pas beaucoup. Hein. Et peut-être pas le titre hardcore non plus, si. Si, justement. Ok. Parce qu'à WrestleMania 18, il va affronter DDP, du coup, vu qu'ils étaient en rivalité, qu'il avait travaillé. Ça, je m'en souviens pas. Ouais, bah, c'est un match secondaire de la carte, hein. Et il va perdre. Du coup, DDP va devenir champion européen à WrestleMania 18. DDP a une victoire à WrestleMania. Ouais, comme quoi. Putain. Tu vois. Et le truc marrant, c'est qu'après sa défaite, il va devenir champion hardcore pendant 4 minutes. Christian. Ah, c'était le fameux moment où le titre... Mais t'es dans Red 4-7. C'était le 24, voilà ce que j'avais dit. Et en fait, c'est un segment marrant, c'est, il me semble je sais pas si c'est lui qui éclate la porte dans la gueule de Molly et Oli. C'est lui. C'est lui, voilà, c'est ça, voilà. Et donc, je veux qu'il est champion, mais il s'en refait des airs après. Oui, il me semble que c'est lui. Voilà. Et parce que le titre, il tournait, c'était rigolo, c'était un peu le fil rouge, le titre était un coup là, Ouais. et les mecs pouvaient le perdre n'importe où, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien, les catcheurs sont toujours suivis par un arbitre. Oui, c'est ça, toujours. Donc là, évidemment, on est bien après l'invasion, il y a eu l'arrivée de Logan et tout ça. Et en fait, il avait déjà commencé un peu s'allier avec Lance Storm, Christian. Mais là, ils vont officialiser les Un-Américains. Donc en fait, ils vont être partenaires par équipe. Comme j'ai dit, Christian, en fait, au début de sa carrière, il est vraiment beaucoup en tag team. Et les deux, ils vont commencer à faire des promos justement anti-amériques en disant, vous nous traitez, vous êtes vraiment un pays de merde, vous traitez comme de la merde. C'est dans la continuité de la gimmick de Lance Storm avec maintenant taisez-vous et on écoute. Bien sûr, c'est exactement ça. Canadien. C'est exactement ça. Il va y avoir le draft de 2002 et en fait les deux vont être draftés à Raw. Il me semble que oui, les deux sont à Raw. Donc et ils vont avoir un troisième dans leur clan qui est Test. Donc du coup avoir une armoire à glace en plus. Donc c'est cool, les trois Canadiens. Mais dans mes souvenirs, c'était quand même entre guillemets pertinent. En low card, mid card, ouais, surtout qu'ils faisaient des bons matchs, hein, parce que Lance Storm très bon catcheur, Christian très bon catcheur et Test il est pas mauvais. Donc franchement c'était cool. Ils ont affronté plusieurs fois des Hulk Hogan. Franchement ils étaient cool. Ah ouais, on leur a donné des gros noms. Ouais, des gros noms quand même. Il me semble qu'il y a un Christian Hulk Hogan à je sais plus quel show. Hein. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, excusez-moi que je me refasse un peu les idées. Il va commencer aussi son alliance avec Chris Jericho plus tard. En fait, les américaines vont un peu se disbandent un peu. Et en fait, il va se mettre en équipe avec un autre Canadien, avec Christian. Et ça, avec Chris Jericho, pardon. Et ça va super bien marcher, par contre. Ouais, parce que là, par contre, j'en ai des souvenirs. Arrow, c'était pertinent. Ah oui, c'était pertinent. Moi, je trouve que c'est partie des équipes. Oui, voilà. Donc, les deux, en plus, ils avaient un peu le même style. Et, Jericho, il avait Ah oui, il avait la barbiche, ouais. Il avait la barbiche à l'époque, la fouille. Il avait la fouille à l'époque. Et, les deux sont très rigolos. Vraiment très rigolos. Les segments backstage, ils sont insupportables. Franchement, ils sont imbuvables. Ils ont pas une rivalité avec il y en a pas un moment où il y en a un qui croit, avec Trish Stratus. C'est après ça. Mais c'est déjà avec eux deux. Oui, mais c'est pas tout de suite. Oui, d'accord, c'est vraiment pas tout de suite. Là, en fait, le Christian, ils vont gagner des titres par équipe aussi. Mais, Christian, il va servir de bras armé à Chris Jericho dans sa rivalité face à Shawn Michaels avant WrestleMania 19. Où c'est un très très bon pay-per-view. Oui. Très bon match. Le match exceptionnel. Et moi, ce que j'adore, c'est l'intervention de Christian, justement, au Royal Rumble 2003. 3. Ouais, voilà, 2003. Oui, parce que là, c'est 19. Le WrestleMania 2002, il affronte DDP. Oui, voilà, oui, c'est ça. Enfin, à Royal Rumble 2003, déjà, c'est une guerre de kékette entre Chris Jericho et Shawn Michaels, où il dit, moi, je vais gagner le Rumble en rentrant en premier comme toi, donc, si t'as des couilles, tu dois rentrer en premier, du coup, comme c'est deux gros égos, ils vont rentrer en premier et deuxième. Vraiment, c'est complètement neuneux de faire ça, si t'as envie de gagner le Rumble, t'as pas envie d'entrer en premier, mais bon. Et en fait, c'est Shawn Michaels qui rentre en premier, excusez-moi. Ils sont pas rentrés tous les deux en premier. En fait, c'est Shawn Michaels, il rentre en premier. Il attend Chris Jericho qui est censé rentrer en deuxième.
Et en fait, il y a la musique de Jericho qui se déclenche. Jericho rentre, sauf qu'au moment où il se tourne, il fait sa position en croix, là, que vous connaissez tous de Jericho. Et au moment où il se tourne, c'est Christian. Et en fait, Jericho intervient dans le dos et il défonce Shawn Michaels. Dès le début du Rumble. Il le défonce. Mais vraiment, il le défonce, il lui fait pisser le sang et tout, et il élimine comme si c'était une merde, quoi. D'accord, ah ouais. Ouais. Entre-temps, il y a même Chris Nowinski qui arrive en 3, et en fait, qui voit que Jericho est en train de défoncer Shawn Michaels, il fait non, mais vas-y, moi je te laisse faire ton bail, je te touche pas. Vas-y, laisse défonce-le, voilà. N'en fais pas trop à propos de... Bon, on en parlera, parce que, ne nous vole pas des... Oui, mais ce Rumble-là, franchement, je vous conseille d'aller voir, il est cool, gagné par Brock Lesnar. Et puis après, il y a le match de WrestleMania. Il a quelque chose, Christian, ou pas? Non, je crois qu'il a une petite blessure et en fait, il participe pas à Mania, il me semble. Mais parce que moi, il me semble que dans le match entre non, il est pas dedans. Il est pas Shawn Michaels, on le voit pas. Il est pas dedans. Mais finalement, c'est un peu la même. On est un peu sur la même. Excuse-moi, hein, je profite. Je profite tu sois avec moi pour te poser plein de questions. Puis je pense que ça va intéresser les auditeurs. Mais c'est un peu la même dynamique d'équipe finalement entre Edge et Christian et Jericho et Christian. C'est un peu le même style, ouais. C'est quand même, non, mais un peu comique, ouais. Non, quand je dis dynamique, c'est quand même Edge en haut, Christian en dessous, et c'est pareil, Y2J en haut et Christian. Ah, bien sûr. Je parle un peu de ça c'est toujours une seconde main, et par contre, quand il était avec Lance-Storm, ils étaient équivalents parce que c'était des low-carders, quoi. Oui. Voilà. Mais dès qu'il est en équipe avec un mec qui veut le promouvoir ou qui est au-dessus déjà dans la carte, forcément, il est en dessous. J'ai oublié un truc. Parce qu'en fait, il va commencer aussi à trouver une nouvelle gimmick. Justement, c'est un peu avant WrestleMania. Justement, c'est même avant le Rumble. Il va aller voir The Rock après que The Rock ait battu Hulk Hogan à No Way Out. Mm-hmm. Et en fait, il va se dire, mais en fait, The Rock, t'es trop cool, quoi. Et en fait, il va devenir un peu le lèche-bot de The Rock, mais comme Christian, il est un peu un vicelard, on sait pas si c'est vraiment un fan ou s'il se fout de sa gueule. Et en fait, il va reprendre ses catchphrases. Donc du coup, il va dire, non mais people, moi aussi, je pourrais avoir des fans, le peuple comme toi, je vais avoir mes pips. Donc du coup, déjà le mot pips commence à déjà arriver qu'il a pas gagné toute sa carrière. Moi, je me rappelle du segment Arrow. Alors, excusez-moi, my heart beats for my pips. Oui, c'est ça, my heart beats for my pips. Merci. Voilà, pas de souci. Nico, dédicace. Et en fait, il va commencer à lui voler un peu la gimmick de People Champ. Mais ça va continuer, ça va prendre un peu de temps. Mais The Rock, The Rock, il est pas content, en fait. The Rock, il va y avoir des segments où justement il va lui dire, mais je fous ma gueule, quoi. Mais ils vont jamais trop se taper dessus, il aura pas je pense pas qu'il aura un angle avec un match avec The Rock ou un truc comme ça. Non, mais par contre, justement, au début, The Rock, il va trouver ça un peu cool, et c'est après, il va se rendre compte qu'il se fout de sa gueule, parce qu'en fait, Christian va servir un peu de bras armé dans la rivalité The Rock Goldberg. D'accord. Voilà. Donc c'est moi qui l'ai cité. Donc au tout début de l'arrivée. C'est ça. La première rivalité à son arrivée à la WWE de Goldberg. Ouais, voilà, c'est ça. Et derrière, en fait, Christian, on se dit, ouais, mais on a l'impression qu'il va pas aller plus loin. Jericho, il est parti un peu de son côté. Il y a un clash entre Jericho et Christian ou pas? Non, le clash arrivera plus tard, justement. Et en fait, Christian, il va quand même réussir à gagner une bataille royale. En fait, le titre intercontinental va être vacant. Et en fait, il va y avoir une grosse bataille royale avec tous les gros mitards de l'époque. Et c'est Christian qui va le gagner. Il va redevenir champion intercontinental pour la troisième fois. Pour la deuxième fois. Deuxième ou troisième fois, je sais plus. Donc du coup, c'est incroyable. Et en fait, dès le lendemain, et ça, je le dis, c'était la meilleure décision pour lui. Il y a un highlight reel qui se passe à Raw, la semaine d'après, par contre. Donc Jericho, la vie de highlight reel. C'était, pour ceux qui, excuse-moi, pour ceux qui savent pas, c'est le show de le talk show de Jericho, avec le Geritron 2000. Voilà, c'est ça. 5000. Geritron 5000. Et il arrive, nouveau look. Plus du tout pareil, parce qu'avant, il avait toujours les cheveux longs à la Edge. Au début, il avait son haut en maille. Oui. Un peu à la façon Hardy. Un peu à la façon Matt Hardy. Et justement, durant toute cette époque de 2002-2003, il a une singlette. Donc, et moi, je trouve que ça lui allait pas du tout, parce que comme il est assez fin, d'avoir une singlette un peu de heavyweight comme ça, je trouvais que ça lui allait pas, quoi. Et en fait, là, il va arriver vraiment beau gosse, chemise, petite lunette, comme une star, et il s'est coupé les cheveux, et je pense que c'est la meilleure décision de sa vie. Et il avait déjà waterproof? Pas encore, c'est après. On en parlera un petit peu de ça, parce que moi, on en parlera, t'inquiète pas. Et du coup, il se fait inviter. Donc, nouveau champion intercontinental, nouveau personnage. Il a porté bien la chemise. Ça lui allait bien. Ouais, ça lui allait bien. Il a la classe. Franchement, il a la classe. Et vraiment, il commence à devenir il arrogant. Il se dit nouveau People Champ. Là, il le dit clairement dans sa promo. Vraiment, I'm the new People Champ. Donc voilà, Who is my peeps, tout ça. Et vraiment, il en joue à mort là-dessus.
Et en plus, ça prend avec le public, les gens kiffent. Et on va arriver justement à l'évolution de son personnage et de son début de rivalité face à Chris Jericho. D'accord. Moi, par contre, j'aime beaucoup quand les catcheurs, et on n'est pas les seuls enfin, je suis pas le seul à le dire, ne viennent pas en catcheur. Ça, moi, je trouve ça super. Ah oui. Et moi, j'ai des souvenirs, alors peut-être que c'est un peu tronqué avec le temps, mais moi, j'ai le souvenir de la chemise avec la ceinture intercontinentale sur l'épaule, un jean, c'est exactement un ça. truc comme ça. Ouais. Et le mec, il vient et il a une classe monumentale. Lui, il fait star. Voilà, il a un look c'est de star. exactement ça. Ce premier segment, c'est le début de leur rivalité. Oui et non. En fait, c'est au début, c'est encore une fois du bon goût. On est en 2004. Hein. Je rappelle que c'est l'année de la Diva Search, hein, donc c'est la condition de la femme, on se remontait toujours en biseau. Hein. Bon, donc en fait, les deux sont encore amis. Donc ils s'entendent très bien toujours. Et en fait, les deux veulent comment faire un terme pas trop dégueulasse, se goinfrer Trish Stratus et Lita. C'est propre. C'est assez propre, ça va. Donc c'est bien dégueulasse. En fait, les deux veulent se taper Lita et Trish Stratus. Et je me souviens même d'un segment vraiment immonde où les deux parient $1 canadien pour savoir qui va se taper la première. De toute façon, on est à un moment, alors on va pas faire un gros segment sur la comment ça s'appelle, sur la condition des femmes, mais c'est vrai qu'à un moment, Lita, Trish Stratus, c'est des bouts de viande. Oui, parce qu'on dit souvent c'est elles qui ont lancé la révolution, mais en fait elles ont mangé très très cher, hein, faut pas l'oublier. De toute façon, vous pouvez retomber sur des interviews de Trish qui dit qu'elle était très mal à l'aise sur certains segments. Hein. Ah bah tu m'étonnes, je rappelle que Vince McMahon l'a fait marcher à quatre pattes à poil comme un chien. Ouais, bah. Et il l'a fait aboyer comme un chien. Pour moi, le meilleur exemple de la condition féminine, c'est l'embauche de Stacy Keibler en tant qu'aide. Ah, le fameux segment Uriah. Voilà, là pour moi c'est vraiment. Ah bah oui, catastrophique. Enfin, c'est TF1 quoi. Ouais, du cul. C'est ça, on paraphrase un petit coup. Du cul. Et encore, ça c'est même pas paraphraser nos maîtres parce que c'est les guignols de l'info avec c'est les guignols, ouais. Michel Lelay et les directeurs de TF1 de l'époque, ils disaient toujours du cul. C'est ça. Et le truc bizarre, c'est qu'en fait Lita par contre elle va dire cassez-vous les deux relous en fait. Elle par contre elle va pas tomber dedans. Hein. C'est comme un peu tes tontons beaufs. Hein. Ouais, bah c'est des gros tontons beaufs, hein, surtout Jericho à l'époque. Hein, vraiment, hein, Jericho il est lourd, man, vraiment. Et en fait, par contre, Trish, elle va tomber sous le charme de Jericho. Donc en fait, ils vont être en couple. À l'écran. Ouais. Donc vraiment, les deux sont ensemble. Ça, j'ai des souvenirs parce que ils le montraient sur RTL 9. Ah oui, on les voyait souvent, les segments là, hein, vraiment. Hein. Et Christian va être le jaloux de la bande, en fait, le troisième larron, donc dans un triangle amoureux, il y a Chouin qui est jaloux et qui pète les plombs. Et en fait, il va commencer à attaquer Jericho par rapport à ça parce qu'il est jaloux. Et en fait, il est tellement hargneux et vicieux dans son personnage qu'il va même attaquer Trish Stratus plusieurs fois. Vraiment, à l'époque, on tapait encore les femmes à l'écran. Et ça va, leur rivalité, c'est une bonne rivalité de mid-card. En plus, il n'y a pas de titre en jeu. Non, il n'y a aucun titre. Et ça va les amener à WrestleMania 20. Par contre, il n'y a pas de titre en jeu, mais tu te rappelles comment il perd, parce que tu as dit au début du Highlight Reel, il a le titre intercontinental, tu te rappelles comment il le perd ou pas vraiment? Il me semble qu'il le perd face à Roman Reigns dans un match à l'échelle. D'accord, voilà, ok. Voilà. Je me souviens de cette rivalité sur RTL9. Ok. Voilà. Où justement, je crois que c'est un peu marrant parce que il dit, il veut pas faire le match de l'échelle alors que c'est un spécialiste, et Roman Reigns aussi. Et en fait, il veut pas le faire. Alors qu'il est très bon, tu vois. Oui, mais bon, voilà, donc, du coup, parce qu'en fait, la gimmick de Christian à ce moment-là, c'est vraiment le lâche, arrogant, lâche, c'est ça, très lâche. WrestleMania 20, je vous conseille d'aller voir ce match. Moi, je l'aime beaucoup pour un match de mid-card. Donc les deux, en plus, c'est vraiment une bonne chimie, hein, les deux Canadiens, donc c'est deux bons techniciens, donc forcément ça marche bien. Et en fait, durant le match, Trish Stratus, on pense pas forcément qu'elle va aider Jericho, il y a un ref bump, et en fait, elle trahit Jericho. Ses baffes sont magistrales sur la gueule de Jericho. Ce qui permet à Christian de venir en filou derrière, de lui mettre. Comme ça me permet d'en parler de son finisher, le In Prettier, qui va être nommé Kill Switch. Ah, Thomas fait un peu la tête genre... Ouais, le Prettier, j'étais pas fan. Alors que moi j'aime beaucoup, c'est juste que c'est des fois là, il y a des mecs qui ont du mal à le prendre parce que la préparation est un peu bizarre. Mais moi ça finish que j'aime beaucoup, je le disais souvent à un pote à l'époque, à un de mes potes d'enfance, c'est un pedigree inversé. Un peu. Ouais, mais par le dos, alors. Ouais, par le dos, ouais, c'est ça, pedigree inversé, en fait. En fait, je pense que ce qui me bloque, c'est ce que tu viens de dire. C'est que sur des mecs, ça marche pas. Et puis la préparation. Ouais, c'est un moment un peu bizarre. Le temps de tourner. Par contre, plus il va avancer dans la carrière, plus il va réussir à l'amener de manière fluide et de le faire beaucoup plus rapide. Et en fait, sur des mecs, ça donne très 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 bien. Ok.
Kenny Omega, par exemple. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Au bout de la nuit. Voilà. Et du coup, Trish a trahi Jericho, Christian gagne, et là ils se font tous les deux une pelle magistrale sur le stage. Je pense qu'elle a dû, à l'époque là, Trish, malheureusement, elle a dû embrasser tout le roster. À peu près, ouais. C'est un peu plus ça. C'est dégueulasse, hein. Ouais, c'est dégueulasse. Mais par contre, le duo marche très bien. Du coup, elle fait un peu un syndrome de Stockholm parce qu'elle n'aimait pas Christian et qu'au final, elle lui a tapé sur la Ça va gueule, durer un petit peu. Oui, franchement, ouais. Même, il me semble qu'il se faisait appeler Tristian. D'accord. Tristian. Et avec Jericho, la rivalité se termine là. Elle va continuer un petit peu. Bah, si, elle va continuer. Et en fait, Christian a gagné le match à Mania, mais par contre, il va perdre tous les matchs de la rivalité derrière. Ils vont avoir 3-4 matchs qui va finir dans un match en cage et il va tous les perdre. D'accord. Et post ça, ou c'est même durant ça, il va avoir un bodyguard. Il va recruter quelqu'un. Et moi, j'aimais beaucoup, même si c'est pas un bon catcheur, mais par contre, le mec était quand même charismatique. Légèrement charismatique, Tyson. Ouais, voilà, déjà, tu t'appelles Tyson. Ouais. Donc déjà, ça aide. Et il avait des tatouages vachement impressionnants. Et il avait une présence, ce mec-là. Ouais. Et ce que j'adore, c'est pour moi l'un des meilleurs surnoms de bodyguard de toute l'histoire du catch. Parce que Christian, on va l'appeler le problem solver. Je crée les problèmes, lui il les résout. Et par contre, je n'ai aucun souvenir de match de Tyson Tonko, c'est normal ou pas? Il y en a très peu, des fois vite fait des matchs par équipe, mais vraiment ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était vraiment son bodyguard. Ça veut dire que le gars n'était pas considéré comme un catcheur. C'était vraiment un garde du corps. Là, alors, pour reparler de dynamique et pour rester dans les termes que j'utilisais tout à l'heure, là on est un petit peu sur un parallèle de HBK Diesel. C'est ça, sauf que Diesel a été catcheur parce que il est très vite devenu catcheur dans le ring, ils ont été partenaires par l'équipe et tout ça. Moi, je parle dans la dynamique de l'équipe, hein, encore une fois. Oui, mais au début. Mais ça a très vite changé. Du style, c'est devenu une équipe, quoi. Alors que le Tyson Tonko, lui, ils ont jamais pensé à le mettre en catcheur solo, par exemple. C'était vraiment le garde du corps de Christian. Et moi, ça dure un moment, mais pas non plus très longtemps. Bah, en fait, ça dure pratiquement jusqu'à son départ, quoi. Ouais, donc ça dure 1 an ou 2. Ouais, c'est ça, 1 an et demi. Ouais. Ah, mais tu vois, le problème, c'est que comme après, c'était souvent des rivalités mid-card. Ouais. Bah, j'ai pas toujours peut-être qu'on les voyait pas tout le temps et j'ai pas des souvenirs énormes de Tyson. Par contre, je me rappelle de Christian avec la capuche. C'est après, justement. Ah bah, tu vois. Donc, après l'arrivée de Tyson Tonko, il va se blesser en mi-2004. On va pas le voir pendant quelques temps. Et quand il revient, c'est l'évolution de sa gimmick qui est vraiment top, et c'est un surnom qu'il va garder tout le temps, où il devient, justement, le Captain Charisma. Il avait le double C. Le double C, il venait avec la capuche, la veste avec son double C, Tyson Tonko dans son coin, il pète la classe. Je suis désolé, moi, franchement, moi, j'adore Christian à cette époque-là, et c'est dommage que son utilisation n'a pas été... Il y a pas une histoire d'un moment où un général manager de Raw lui dit, puisque tu fais le malin, tu vas devenir déguisé en vrai Capitaine Charisma et il est en super-héros. C'est quand c'est Chris Jericho qui est general manager pendant, vraiment durant une nuit. Et en fait, c'est une nuit. Alors c'est le moment. Alors peut-être je me trompe. Hein, c'est pas l'histoire avec les Survivor Series où les face gagnent face aux heels et ils ont chacun leur tour. Général manager c'est exactement ça. Chris Benoit, il y a Maven, il y a Jericho. C'est exactement ça. On est fin 2004, donc avant le Survivor Series, bien joué. J'ai pas la confirmation exacte, mais ce que tu me dis, ça me parle et je suis pratiquement sûr que c'est ça. Alors si c'est ce Survivor Series là, je m'en souviens parce que c'est Maven se donne un match pour le titre. Oui. Quand il est général manager. Oui, c'est ça. Voilà. Et il me semble que, désolé, hein, mais j'ai pas ta mémoire. Hein. Il me semble que quand Chris Benoit est général manager, Triple H prend un énorme beatdown le jour-là. Oui, il se venge un peu dessus. Et les gens sont contents de voir Triple H se faire vraiment démonter la gueule. Oui, ce qui était rare parce que c'est Reine de la Terreur, on rappelle. Voilà. Et on va devoir faire un petit aparté. On est obligé de parler de son nouveau thème musical. Donc, le rip-off de Waterproof Blonde, c'est exceptionnel. Un rip-off, tu dis? C'est un rip-off parce qu'en fait, c'est une musique originale et ils l'ont quand même modifié un petit peu. Parce qu'elle est beaucoup plus lente, la musique de base, qui est géniale. Oui, la musique de base, elle est géniale. C'est encore une musique que j'ai dans mes playlists. Oui. C'est une vraie chanson, c'est une vraie chanson, ouais, qui a été réalisée. Donc, du coup, c'est un rip-off. Et c'est génial, ça lui va trop bien. Donc, vraiment, quand il rentre avec la capuche, qui met, c'est la mimique de Christian, c'est vraiment de mettre sa main au niveau de son front pour voir au loin. La musique est vraiment terrible. On en parlera vite fait quand il reviendra. Durant la ECW, je n'aime pas du tout quand c'est le mec qui chante. Oui, parce que normalement, il avait même, c'est une personne féminine. Il me semble même avoir lu un truc comme quoi c'était l'un des rares catcheurs masculins à avoir son thème chanté par une femme. De l'époque, oui. Ouais. Et je me demande même si c'est pas depuis quasiment d'avoir lu un truc
il y a très longtemps que c'était pas depuis Shawn Michaels Sherry. Ah, c'est possible. C'était, alors, pareil, si je me trompe, vous le direz, parce que, là, on remue la mémoire, il faut refaire tous les thèmes, c'est compliqué. Oui, mais disons que c'est quelque chose qui était rare. Qui est rare. Et en fait, franchement, c'est un match parfait, quoi. Donc, sa capuche, donc, sa tenue d'entrée, la musique. Le monstre derrière, franchement, pour moi, il avait vraiment le potentiel d'aller beaucoup plus haut, surtout avec le recul. Et c'est dommage, ce sera pas le cas. Donc, durant cette période-là, il va quand même participer au premier Money in the Bank. 2004-2005, hein, c'est ça? 2005. Ouais, ok. Oui, il va sur le 21. Donc, 2005. Donc, le premier Money in the Bank, mais du coup, c'est une sous-main, hein. Il n'est pas considéré comme vainqueur potentiel. Surtout que c'est son frère qui gagne. Oui, c'est Edge qui gagne, ouais, c'est ça. Mais, par contre, on arrive dans cette période et il va y avoir un point d'orgue. C'est qu'en fait, justement, comme il a tout le packaging, que dans le ring, il est très bon, et ben, en fait, le public est derrière lui. Il a beau être heel, il a des pop de fou. Il a une popularité de malade à ce moment-là. Les gens le kiffent. Vraiment. Mais à juste titre, en plus. À juste titre. Et je vais arriver sur une anecdote, c'est parce qu'on va arriver en 2005, après le draft où John Cena arrive, Christian, il va se mettre face à John Cena, justement. C'est l'un des premiers adversaires de John Cena après son arrivée. John Cena va plus ou moins rentrer direct en rivalité avec Chris Jericho, mais il va être d'abord, on va dire, challengé par Christian. Il va un peu, comme tu disais tout à l'heure, avec, quand il a aidé le Rock face à Goldberg, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ils vont avoir un match l'un contre l'autre, il me semble, dans un Raw ou un No Show, je sais plus exactement quel truc. Et Christian, il l'a dit lui-même en interview, quand il a regardé les images du match télévisé, ils avaient trafiqué le public. Parce qu'en fait, dès le début, en fait, déjà, Cena, quand il arrive à Raw, il commence déjà à avoir la controverse. Il me semble qu'il a déjà les Cena Suck. Voilà, déjà, pas les Cena Suck, mais les UE. Il commence déjà. Et en fait, quand il est face, beaucoup disent justement c'est une erreur de la WWE d'avoir mis John Cena face à Chris Jericho et Christian. Parce qu'en fait, les mecs, même s'ils étaient heel, ils avaient une popularité de fou. D'ailleurs, il me semble est-ce que c'est pas la dernière rivalité de Jericho avant son départ? Si, bien sûr. C'est ça. C'est ça, hein. Et en même temps, en fait, Chris Jericho et Christian vont plus ou moins suivre, en fait, dans leur départ. Et ça au même endroit, mais ils vont voilà. Donc c'est la dernière, et même pour Christian, du coup, c'est sa dernière rivalité avant d'être drafté à SmackDown. Donc il est face à John Cena. Donc oui, il a bien dit, quand il a vu les images et qu'il a vu que le public n'avait pas réagi comme quand il était sur place, il était fou, quoi. Ils ont dit, ah oui, vraiment, ils veulent pas s'imaginer qu'en fait je suis populaire, quoi. Ça commençait déjà à le rendre un peu aigri et dégoûté, quoi. Parce que vraiment, les gens étaient pour Christian. Très bonne anecdote, parce que ça, je l'ai jamais vu, ça. Tu le savais pas, tu vois? Non. Et ça va amener à un match de championnat. Et encore une fois, c'est chier sur la gueule de Christian. C'est vraiment, il ne voulait pas lui faire confiance, quoi. Parce qu'on aurait dû avoir justement à vengeance Christian contre Cena. Et en fait, ça va finir un triple threat. Ils vont rajouter Chris Jericho dedans. Ouais, mais après, que Christian ne gagne pas, c'est normal. Non, mais qu'il gagne pas, ok, mais il aurait fallu le laisser en 1v1. Et il aurait pu devenir un permis card après être drafté à SmackDown, par exemple. Ce qui n'a pas été le cas. Et puis le permettre d'arriver à SmackDown avec, ok, t'as perdu face à John Cena, mais c'est le visage de la compagnie. Et t'es un challenger. T'es un gros challenger. T'es un challenger crédible. Et ce qui n'a pas été le cas. Et même après ce match, je vous conseille d'aller voir le match de vengeance, du coup, qui est vraiment bon. Et vraiment, le truc, c'est que John Cena, il n'était pas encore, même s'il se débrouillait bien, il n'était pas encore le John Cena qu'on a eu plus tard dans les années 2010 et tout. Il était quand même très bon in-ring. Oui, parce que là, à l'époque, il avait des lacunes, il était très rigide, et il est face à Christian et Chris Jericho. Donc du coup, il me semble même qu'il doit y avoir des chants, tu sais pas catcher, quoi. Donc déjà, ça doit jamais commencer, tu vois. Ce que Cody lui a remis dans la gueule récemment. Récemment, exact. Et il va perdre, et il va se faire drafter à SmackDown. Alors, ok. Alors, excusez-moi, je note juste, tu sais, parce que pour les timecodes, pour le chapitrage, parce que j'ai bien apprécié par contre faire ça sur cette Shawn Michaels et je pense que les gens ont bien aimé aussi. Oui, c'est bien. Excusez-moi. Donc on reprend avec son arrivée à SmackDown. À SmackDown, c'est ça. Et le truc cool qu'il va faire en arrivant à SmackDown, c'est de lancer son talk show, lui. Donc après, justement, comme Chris Jericho, il va y les Trill et d'autres. De toute façon, Jericho, il est pas encore parti, mais il a un. Oui, il va créer le Peep Show. Ouais. Voilà, donc il va garder, qu'il va même réutiliser plus tard. Mais j'ai moins de souvenirs, ça. Ouais, déjà, c'était à SmackDown. Ouais, c'est ça. Et il y a un peu eu des marquants. Très peu des marquants. Et vraiment, il va tourner, il va quand même, je crois, avoir un match face à Batista, mais il va se faire défoncer. Il va essayer de tourner autour du titre des États-Unis, mais il va même pas le gagner. C'est vraiment, il est utilisé très très mal, en fait. Non, vas-y.
Non, vas-y, dis-moi. J'allais dire quand même, toute petite aparté, j'aime pas te couper, juste, c'est compliqué quand même de gagner les titres quand t'as John Cena d'un côté et Batista de l'autre à cette époque-là, quand même. Exactement, mais par contre, il pouvait être un challenger, comme je dis, un challenger Crédible. mais un upper mid-card. Ce qu'ils ont pas fait. Ce qu'ils ont pas fait. Même avec le titre des États-Unis ou intercontinental. Et en fait, il arrive à son renouvellement de contrat, et il va dire, non merci, je m'en vais, parce que il voyait qu'il pouvait pas dépasser ce plafond de verre, il en avait vraiment marre, il avait quand même de l'ambition, mine de rien, Christian. Et justement, ça même s'est dit plus tard, et il l'a avoué, il lui avait quand même proposé beaucoup pour rester. Ce qui est ouf. Est-ce que pour Christian, l'appétit est pas venu en mangeant? Est-ce qu'en fait, lui, quand il a commencé sa carrière, il s'attendait finalement à avoir un rôle de mid-carder as fuck toute sa carrière. Et le fait d'avoir la popularité du public, il se disait finalement, je peux avoir mieux. Je pense, ouais. Je pense parce vraiment. Que l'amour du public a joué sur son ressenti. Comme j'ai dit, j'ai mal formulé, donc je vais le formuler là. Quand il se coupe les cheveux et qu'il commence à changer de personnage, je pense que là on a le vrai Christian. Même lui, je pense qu'il s'imaginait pas qu'il pouvait être aussi bon. Et vraiment, le Captain Charisma, là où vraiment il avait la musique, le changement de personnage. Là, il avait tout, là, finalement. Il avait tout, franchement, il avait tout. Ça aurait pas été le champion le plus, entre guillemets, peut-être le plus vendeur de l'histoire. Mais quand tu vois à qui on a donné le titre des fois quelques mois, il aurait pu le toucher. Largement, franchement. Quelques semaines, il l'a touché plus tard, mais ils ont peut-être raté un truc. Ils ont raté un truc. Pour moi, vraiment, Christian en 2005, c'est un raté. Ouais, d'accord, carrément. Ah oui, moi, j'en suis persuadé qu'il y avait vraiment mieux à faire, quoi. Vraiment mieux à faire. Et du coup, il décide de partir. Et tel point il était populaire, il venait de pas re-signer, il me semble, où il était déjà parti. Il va y avoir un pay-per-view à Cyber Sunday. Vous savez, où c'était les fans qui votaient pour les matchs. Et il va y avoir un match, je crois, Matt Hardy contre Mysterio, où c'est les deux qui devront être choisis. Et en fait, quand ils montrent le résultat, parce que c'était Kayfabe, on entend des chants. We want Christian. Donc ça me prouvait vraiment que les gens le voulaient, quoi. C'est un truc de fou. Donc on va arriver à sa deuxième phase de carrière, où là, il va aller dans une autre fédération. Et en fait, on va l'utiliser comme il aurait dû être utilisé alors, tu peux le dire, vas-y. À la TNA. Un peu avant, il va quand même faire quelques passages à Ring of Honor. D'accord. Où il va avoir un match très très bon face à Christopher Daniels. C'est pour ceux qui sont fans d'Indie et de TNA, vous connaissez Christopher Daniels. C'est l'une des plus grandes légendes du circuit indépendant qui a pris sa retraite assez récemment à la EW. Donc le Fallen Angel. Donc il va avoir des matchs face à lui, donc c'est assez simple. Et il va arriver à la TNA. Donc la TNA, il va faire ses débuts lors du pay-per-view Genesis en 2005. Exactement. Et dans un segment où il va retrouver un de ses amis à lui, qui fait partie du staff de la TNA, qui va même devenir président de la TNA. Abyss non, Scott D'Amore. D'accord. Scott D'Amore, c'est un gros nom de la TNA, gros nom backstage et à la télé. Il est aussi important, une chose que tu n'as pas dite, c'est le premier catcheur, entre guillemets, superstar et avec une grosse notoriété de la WWE qui va à la TNA. Oui, c'est ça, c'est l'un des premiers transfuges. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que je voulais absolument le dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans leur tête qui pensent en tant que premier gros catcheur, à Kurt Angle. Kurt Angle arrivera bien après. Alors qu'en fait, le premier vrai, c'est lui. Ouais, c'est ça, parce qu'ils avaient déjà un bon roster à la TNA, donc je rappelle que la TNA, elle a été fondée en partie par Jeff Jarrett, donc c'est le champion de l'époque. Donc je rappelle cette anecdote parce que j'aime bien, à l'époque, Jeff Jarrett, on l'appelait Triple J. Oui. Parce qu'on parle du règne de la terreur de Triple H. Le règne de la terreur de Triple H, c'est un petit peu une petite fille face à Jeff Jarrett. Ouais, ça a été loin. Ça a été loin. C'était vraiment comme il était patron, booker, plus champion, lui, il y allait. Moi, par contre, tu vois, j'ai jamais été un grand fan de la TNA, j'ai pas toujours suivi, mais à cette époque-là, j'ai regardé un petit peu. Moi, je me rappelle, par exemple, de la prise de titre de Rhino à la TNA. Oui. Tu vois, où il fait un spear, enfin un gore et machin. Et je pense qu'avec peut-être un ou deux catcheurs un peu mieux, encore plus sentis, peut-être, tu vois, vraiment une grosse star en plus. Pour moi, l'arrivée de Kurt Angle fait que la TNA, vraiment, c'était un concurrent sérieux. Il faisait pas les audiences et tout ça, mais par contre, le produit TNA, pour moi, de 2006-2007, c'était pas dégueulasse. Avant l'arrivée d'Hogan en 2010, c'était vraiment bien la TNA. Moi, j'aimais vraiment. Ils avaient déjà on en profite d'en parler un peu parce que finalement, je me rends compte que en une 25 gros podcasts, on en a très peu parlé de. Après, je suis pas un expert TNA parce que je regardais de manière sporadique à l'époque, vraiment le peu de fois où j'avais accès à Internet, je regardais un peu ce que les catcheurs faisaient là-haut et je regardais 2-3 matchs et c'est bien évidemment là où j'ai découvert AJ Styles et mon amour pour lui, quoi. Et ils avaient le ring 6 côtés ou pas encore? Oui, là, on était toujours dans le ring 6 côtés. Je rappelle que c'est l'arrivée d'Hogan qui va l'enlever en 2010. C'est peut-être l'une de ses seules bonnes idées. De l'enlever, le ring à 6 côtés. Non, t'aimais bien, toi? T'aimais bien? Bah oui, il fallait pas l'enlever. Là, pour moi, ça faisait partie de l'identité. Ouais, de l'identité TNA, c'est vrai. Moi, je suis content qu'ils l'ont remis, là, qu'il y a un ring à 6 côtés maintenant, quoi.
Bah, pour moi, Hogan, il a WC-fié la TNA, mais de manière catastrophique. Hein. C'est pas mal ce que tu dis. Voilà. Je m'en servirai pour un short. Ouais, ça marche. J'aime bien. Du coup, Donc il arrive, comme on l'a dit, en 2005, il fait une promo où il shoot sur la WWE, en disant justement, j'ai pas voulu re-signer et tout ça, ici c'est une terre d'opportunité, on verra ce qu'on m'a promis, là je vais tout donner, il est face, et il est vraiment charismatique, donc du coup son surnom il l'a pas volé en vrai, hein, parce qu'il a vraiment la classe. Hein, pour moi. Et je suis obligé de parler d'un autre thème song de Christian, que limite, alors j'adore Waterproof Blonde, version féminine, c'est un de mes thèmes préférés, mais vraiment, son thème TNA, et son thème AEW actuel, parce que c'est un peu un remake. Moi, je suis un gros fan de Linkin Park, Evanescence et tout ça quand j'étais ado. Du coup, en fait, son thème, c'est un rip-off d'une musique d'Evanescence sans parole, mais le thème, la rythmique et tout, est génialissime. Vraiment, allez, écoutez vous écoutez le thème AEW, parce que c'est à peu près le même. J'adore vraiment ce thème son, et ça lui va tellement bien. Je le connais pas. Mais en écoutant comme ça me fait penser à ce que Didi P a fait avec Smell Like Teen Spirit. Oui, et ben durant notre future pause, je te le fais écouter, comme ça tu pourras en parler. Et il va avoir son premier match à la TNA face à Bobby Roode, que vous connaissez. Ah, Bobby Roode qui aujourd'hui est Rod Agent, il n'est plus à l'écran. Et Bobby Roode était un gros nom de la TNA. Bah, il a été un gros nom de la TNA, un très long champion et tout ça, mais c'est quelqu'un qui était régulier là. Très bon catcheur en plus. Très très bon catcheur. Christian va le battre. Et derrière, il va rentrer en rivalité face à Monty Brown. Donc encore un mec qui a échoué à la WWE alors qu'il a vraiment un bon potentiel. Ça me parle ça, le nom me parle. Ouais, le nom, je suis sûr que tu vois qui c'est. Ouais. Mais c'est un bon catcheur aussi, catcheur afro-américain vraiment, qui était un peu unique dans son catch surtout. Moi j'aimais beaucoup Monty Brown. Christian va réussir à le battre justement à Turning Point, donc le pay-per-view d'après de la TNA. Donc on est toujours en 2005. Toujours en 2005 pour devenir challenger numéro 1. Donc, au titre de Jeff Jarrett. J. Voilà, donc ça c'est cool. Je vais aller très vite, hein, parce que comme j'ai dit, j'ai pas tous les weekly, toutes les rivalités, comment tout se passe. Non, mais moi je suis content mais son personnage, il a un peu le personnage qu'il aura justement au début de la ECW de manière un peu mieux, quoi, parce que la ECW, on en parlera, c'est de la merde. Je pense qu'un jour on fera une émission complète dessus. Voilà, on nous l'a déjà demandé. Voilà, donc c'est un très bon face, mais un peu taquin, un peu comique, qui fait pas mal de vannes et des trucs comme ça. Moi j'aimais bien. Mais il a toujours quand même le côté Capitaine Charisma. Ah oui, bien sûr, mais qui fait des vannes. Je vous conseille, il y a un TikTok, un short qui est sorti dessus, où j'étais retombé dessus et j'ai rigolé comme un couillon, alors que c'est vraiment une blague de beauf, et ça me fait rire. C'est les faces à Monty Brown, justement. Et Monty Brown, il a un peu parlé, il le coupe et il fait « Hey, tu sais c'est quoi la capitale de la Thaïlande ?» Ouais. Et l'autre il fait Bangkok. Et il lui met un coup dans les couilles. Parce que Bangkok. Oh là là, c'est voilà, mais moi ça me fait rire, désolé. Voilà, c'était du Christian de l'époque, quoi. Et on va arriver au pay-per-view Against All the Odds de la TNA. C'est l'un des gros pay-per-view de la TNA, non? C'est un peu tous des pay-per-view, hein. C'est un peu tous des gros pay-per-view. Ah, je rappelle aussi que, j'ai oublié de le dire, donc je vais le dire maintenant, la TNA était encore affiliée à la NWA à l'époque. Donc la NWA était toujours pas morte, mine de rien. Vraiment le début de la TNA, au début ils n'avaient pas de weekly, ils faisaient que des pay-per-view. En fait c'était un pay-per-view toutes les semaines le mercredi. Ah, c'est carrément un pay-per-view. En fait c'était des pay-per-view. Un peu ce qui... Petit pay-per-view en fait. Ce qu'ils faisaient au Japon, ce que t'expliquais quand on avait parlé un petit peu... Un peu le même principe, mais pas en mode tournée, vraiment en mode en fait c'était des weekly pay-per-view. C'est un peu spécifique avant qu'ils aient un show télé chez Spike TV. Ils avaient repris le créneau de Raw, non? À un moment. Parce qu'il y a un moment ils ont repris le diffuseur de Raw. Il y a pas un moment ils ont pu faire des Monday Night War aussi. Mais ça c'est encore une fois c'est Hogan. Si tu veux on fera une émission un jour là-dessus parce que c'est catastrophique. Si tu veux de faire une émission TNA 2010, si tu veux on pourra chier pendant 1h30 sur Hogan. Et en plus il se passe un truc non sur le premier show de la TNA. Ah le premier show TNA dans le Mytho Monday Night Wars là où il y a la réunion de Shawn Michaels et Bret Hart. Donc du coup le premier show dans le cul à balayer. Ouais, dans le cul à balayer. Alors que quand la WCW l'a fait, il n'y avait pas la WWE en face. Ouais, oui. Et donc, du coup, on est en début 2010. Donc, c'est février, me semble, où j'ai dit. 2010 2006. Ah, pardon. Excusez. Oui. Bon, j'ai peut-être mal articulé, excusez-moi. Et il va réussir à battre Jeff Jarrett pour devenir le nouveau champion NWA World. Donc, Christian, c'est son premier titre de champion du monde court. Donc, on voit vraiment ses émotions. Là, on voit, il est hors personnage. Donc il a une tête incroyable quand il gagne le titre. Il est limite en pleurs. Il y a le roster qui vient de le soulager parce qu'en fait, on est en règne de la terreur de Jarrett. Donc forcément,
Les gens sont hyper contents de voir Jarrett s'en prendre plein le cul. Ah bah ça, de toute façon... Voilà. Et vraiment, ça fait un très bon champion et c'est la classe. Et en plus, Christian, qui est un énorme fan de catch, a gagné le titre NWA, vu le linéage. Je rappelle, le titre NWA, c'est le titre de Ric Flair. Il y avait qui NWA sur la ceinture? Mais bien sûr, c'est la ceinture. En rouge. La ceinture, elle est pas ronde, elle est un peu oblique comme ça. Et elle est magnifique, cette ceinture, moi je l'adore, hein. Mais c'est la ceinture des Four Horsemen, c'est la ceinture de Dusty Rhodes, c'est la ceinture de Harley Race, de Vader. C'est vraiment une ceinture avec un lignage de fou furieux, quoi. C'est la WCW avait commencé avec ce titre, après ils l'ont supprimé pour faire la Big Gold Belt, et ce titre, après quand Jeff Jarrett a pris la TNA, il s'est associé à la NWA et il a mis ce titre en avant. Ouais, donc c'est super ça. C'est un truc de fou. Donc Christian, qui est un énorme fan, vraiment, il était heureux, quoi. Surtout qu'il se fait utiliser vraiment comme un mini-eventer. Et il va avoir vraiment un très bon run jusqu'à une certaine période, mais vraiment très long. Je le dis tout de suite parce que là on va enchaîner un peu de rivalité comme ça, je te dis un peu. On va pas rentrer trop dans les détails parce que comme je dis, je suis pas un gros connaisseur. Mais par contre, il était très protégé à la TNA. À tel point, on parle beaucoup de la strip d'invisibilité de Samoa Joe à la TNA. On en parle beaucoup, c'est un truc qui est assez mythique. Et on parle pas de celle de Christian. Parce qu'en fait, Christian... Ah là, écoutez, c'est très intéressant ce qu'il va dire. Pendant plus d'1 an et demi, il ne perd pas de match solo. Il ne prend pas de pin, pas de soumission. Ses seules défaites, c'est dans des matchs à plusieurs. Et c'est pas lui qui prend le pin. Il ne prend jamais le pin. Ah, donc il est vraiment protégé, mais il est vraiment protégé. C'est vraiment, ils l'ont signé, ils ont voulu en faire une star, et c'est vraiment l'une des grosses stars de la TNA en 2005, 2006, 2007. C'était un champion, battable, faible, un peu... pas faible, mais arrogant, courageux. Non, ah oui, c'est un bon champion. Même il a toujours le personnage Captain Charisma où il est un peu arrogant, il se la pète un peu, mais par contre dans le ring c'est quelqu'un qui donne tout et ça se voit. Et vraiment là, s'ils vont lui, comme il a dit, il était un peu restreint à WWE, on le sait pas un peu, il n'avait pas trop de contrôle créatif, et pareil dans le in-ring on le limitait. Là, il va pouvoir se faire plaisir, et là, aux yeux des gens qui regardaient à l'époque, se rendent compte que, ouais, mais en fait, Christian dans le ring, c'est un monstre. J'aimerais te poser une question par rapport à ça, moi. Un petit peu. Est-ce que Christian, finalement, c'est pas l'un des rares catcheurs WWE qui a été à la TNA pour une bonne raison? Parce que, si tu veux... Kurt Angle, c'est une bonne raison. Ouais, enfin, c'était pour pouvoir ne plus être autant surveillé par rapport à la... Non, oui, il n'y a pas que des bonnes Matt Hardy, il y a un peu ça aussi. Ouais. Donc, finalement, lui, il est vraiment venu pour grandir. Il s'est servi de la TNA pour grandir. Et en plus... il a fait grandir la TNA. Kurt Angle a fait grandir la TNA. Bon, forcément, c'était quand même un nom. Mais quand tu connais toute l'histoire de Kurt Angle, tu sais qu'il est aussi venu là parce que, monsieur avait énormément de problèmes, par ses yeux de Kurt Angle sur la fin, de son passage de CWW. Il fait peur. Il fait flipper parce que le mec, il est complètement démonté. Il en peut plus. Il est accro au painkiller. Il est démonté. C'est ça. Bon, Jeff Hardy, on sait ce qui se passe, à Victory Road, c'est ça? Ouais, Victory Road. Voilà. 2011, ouais. Bon, voilà. Après, j'ai pas tous les noms des mecs qui ont fait la barrière. Après, la plupart où c'était des mecs qui étaient devenus, entre guillemets, has-been, quoi. Donc, voilà. Qui ont eu une seconde vie, mais des fois, c'était pas terrible, quoi. Moi, de toute façon, j'ai toujours eu du mal avec ces fédérations qui veulent grandir en allant reprendre, toute proportion gardée, les ratés d'une autre fédération. Je parle pas de Christian, hein. Je parle pas de, mais je veux dire, souvent, quand la WWE faisait, surtout à cette époque-là, faisait une... Tu parles de Rousseff? Non, je ne permettrai pas de parler de Rousseff. D'ailleurs, son retour est très très bien en ce moment. Hein. Ouais, on va en parler. Hein. Malakai Black, on n'est pas loin de ce que j'avais dit dans notre pot pourri. Hein. Mais bon, bref, on va pas parler de ça, sinon l'émission va durer 4 heures. Mais c'est juste que, surtout à cette époque-là, j'avais l'impression que chaque fois que la WWE virait des catcheurs, t'avais toute la TNA qui voulait les récupérer. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Je pense que tu reprennes des gros noms. Vraiment, encore une fois, désolé de me répéter, c'est en 2010. Quand c'est Hogan et Bischoff, là c'est vraiment... Mais même à cette époque-là, je pense que la TNA faisait souvent venir des catcheurs parce qu'ils étaient estampillés WWE. Et finalement, un mec comme Christian, c'est un apport énorme pour un roster. C'est pas toujours le cas. Du coup, c'était très pertinent ton passage parce que du coup, je me rends compte que Christian, c'est peut-être le premier, mais c'est peut-être aussi le plus pertinent. Celui qui avait le plus envie de faire grandir la fédération. Aussi. Et de se grandir lui, parce qu'il était frustré. Donc il avait envie de se grandir aussi. Je fais un tout petit aparté parce que j'en fais un par émission sur le foot. Demain, un club ne va pas recruter tous les joueurs sans contrat disponibles en Ligue 1. Tu sais, tous les joueurs de Ligue 1 qui sont disponibles sans contrat, tu vas pas tous les recruter, tu vas prendre les meilleurs. Moi, la TNA, j'ai l'impression qu'elle les recrutait tous, sans faire un tri.
Mais même avant Hulk Hogan, peut-être que c'est biaisé par mes souvenirs. Mais je me dis, à un moment, tu peux pas grandir, tu vas chercher, ouais, bah, comme tu dis, malheureusement, désolé pour le terme, mais tous les rebuts de la fédération, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois, il y a pas un moment Tyson Tomko qui rejoint Christian à la TNA ou quelque chose Si, comme bien ça. sûr. Mais Voilà. c'était pertinent. Ça, c'est bien. J'y viendrai. Ça, c'est bien, mais il y a plein de choses. Et je me dis, ouais, c'est, désolé, je me répète, je suis fatigué, mais ouais, je pense que ça a pas aidé la TNA à grandir. Non. Pas Christian, Kurt Angle, Jeff Hardy, ces mecs-là sont sur le marché, t'es obligé de les prendre. Bien Mais sûr. non. Je te laisse répondre et je suis désolé pour, Non, c'était très intéressant ce petit aparté pour le coup. Donc, l'une de ses premières grosses rivalités en tant que champion, c'est face à Abyss. ok. Abyss, Abyss, qui est un gros nom de la TNA. bah, c'est peut-être aussi des stars qu'ils ont créé eux. Voilà. Et je m'étais trompé dans son nom. Dans une des anciennes vidéos, on a parlé d'Abyss. Donc, c'est Joseph Park. Je m'étais trompé dans son nom. Et vraiment, encore une fois, allez voir leur match de leur rivalité. Il y en a 3-4. Et c'est des matchs très très violents. Parce qu'on rappelle que Abyss est inspiré de Kane et de Mankind. Ah, j'aime beaucoup Abyss. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup Abyss. Je trouve que c'est vraiment je vais le dire, donc vous pouvez peut-être me bâcher, mais je pense que c'est l'un des big men du business le plus sous-estimé. Ouais. Parce je que suis vraiment, complètement d'accord. dans le in-ring, il bougeait vraiment très très bien. D'ailleurs, la WWE s'y est pas trompé, hein. Parce que il a été rodagent pendant des années, non? Maintenant, il est gros d'agent, maintenant. Et il l'a encore aujourd'hui. Actuellement. Voilà, c'est-à-dire, il est jamais venu à la WWE en tant qu'Abyss, mais par contre, la WWE a très bien compris que dans le vestiaire, ce mec-là a un énorme potentiel. Ouais, c'est exactement ça. C'est un très bon gros d'agent et qu'en plus il peut faire du booking et qu'il a une bonne psychologie et tout ça. Et la TNA, il l'a montré. Il y a des trucs pas terribles, mais vraiment quand il est... à quel point le mec là, ils l'ont mis champion quand même. Ouais. Il est toujours champion, là, Christian, hein, face à lui. Hein. Là, il est champion, ouais. Ok. C'est Christian, il est champion. Donc, Excuse-moi, vraiment, on a fait l'aparté. donc du coup, c'est une grosse rivalité. Vraiment, il y a des matchs sanglants. Il me semble que il y a un genre de match en cage de la TNA qui est un peu spécial où vraiment le match est vraiment très violent. Il y a même un segment d'un peu de pendaison avec la chaîne de Abyss. Donc ça marque. Et je sais que Christian gagne la rivalité au final dans le Full Metal Mayhem. Donc un Full Metal Mayhem, c'est un TLC. Ok. Voilà, c'est le TLC de la TNA, donc ça gros bordel. Donc finalement, il gagne le titre très vite, il le garde longtemps, en plus. Il va le garder longtemps, c'est relatif. Parce que justement, là, j'arrive à sa première perte de titre. Il va, du coup, comme j'ai dit, perdre son titre face à Jeff Jarrett, mais ça prouve le point que j'ai parlé un peu plus tôt. Il est protégé dans la défaite parce qu'il va perdre dans un King of Mountain match. Donc c'est un match un peu spécial de la TNA où la ceinture, il me semble, il faut aller l'accrocher. Je sais plus trop les règles, excusez-moi, je me souviens plus trop. C'est un peu bizarre, c'est un peu des matchs un peu chelous de la TNA. Et c'est un match où ils sont 5. Donc en fait, il va pas prendre de pin, rien du tout, et Jeff Jarrett va redevenir champion NWA. D'accord. Plus tard, juste après, il va avoir sa... Alors attendez que je me mélange pas, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Il va avoir, sa rivalité face à Rhino. Donc, un de ses anciens amis. Donc, pareil, des très bons matchs. Il y a des matchs aussi assez violents, des matchs hardcore. C'est vrai qu'il y a le CW, donc il aime bien ça. On redit l'adage ou pas? Plus t'es pote, plus t'es Steve. Plus t'es Steve, donc du coup, les deux. Et dites-nous si vous voulez des t-shirts, des ouais, c'est ça. Et ça amorce un tout petit peu un heel turn, mais pas tout à fait. C'est vraiment, on voit qu'il est il devient un peu plus sauvage, un peu, Christian. Et derrière, très bizarre, il va se mettre en tant que, supporter de Sting. Pour que Sting devienne champion TNA. Donc, je sais plus si c'est à ce moment-là ou c'est après aussi, ils vont se séparer de la NWA. Et ils vont relancer le titre TNA World Champion. Mais je sais plus si c'est durant cette rivalité-là ou juste après. Et en fait, il va être supporter de Sting, et là on comprend pas trop. Parce qu'on se dit, le mec était là pour être main eventer, il était main eventer, et là en fait, c'est juste il accompagne Sting, et en fait il l'encourage à enfin battre Jeff Jarrett. Il va, dans un match, péter la guitare de Jeff Jarrett, mais dans la gueule de Sting, et lui coûter le match. Et donc finalement, il a trahi Sting, quoi. Oui, mais pas tout à fait, justement. Il y a même Rhino qui est encore dans cette rivalité qui va lui dire, non mais t'as fait exprès, il dit non, c'est une erreur. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Donc il joue un peu là-dessus, mais évidemment, lui, il va le trahir. Justement, dans le gros match où il y a du coup Sting face à Jeff Jarrett, et ben en fait, il va empêcher Sting de devenir champion et s'attaquer à Sting et amorcer son hitter. C'est comme, il devait être quand même super content, lui, qui est un student of the game, putain. D'être en rivalité avec Sting. Ah oui, ça va quelque chose. Ouais, c'est En plus, c'est un Sting,
Avant 2010, donc c'est encore un Sting qui peut délivrer. Ouais, il délivre encore, à l'époque où il était déjà un peu vieux, mais c'est surtout l'aura de Sting. Même si c'était pas ouf forcément dans le ring, c'est juste que c'est Sting, quoi. Je suis pressé qu'on fasse son émission. Ouais, bah oui, il mérite lui aussi. J'adore Sting. Et Sting. ce que j'adore, c'est qu'il va avoir encore un nouveau surnom qui lui va super bien, et c'est un truc qui va rester, le Instant Classic. Donc j'aime beaucoup, c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'il catch, il fait un classique, donc du coup, c'est le classique instantané, ça lui va super bien. Et il va redevenir, alors, par contre, je sais plus c'est contre qui, il me semble que c'était même je crois que c'est dans un triple threat. Il va redevenir champion de TNA, encore une fois. Et il va y rentrer en rivalité face à un nouveau venu, Kurt Angle. D'accord. Voilà, Kurt Angle va faire son arrivée mythique face à Samoa Joe. Il va avoir plusieurs matchs et en fait ils vont rentrer en rivalité tous les deux. On est quoi, 2006, 2007? 2006-2007, ouais, c'est ça. Il va finir par perdre le titre. Ouais, pour faire ça, Kurt Angle, c'est pas déconnant. En fait, c'est un enchaînement de triple threat qui sont vraiment cool à regarder. C'est un triptyque entre Sting, Angle et Christian. Ouais, c'est quand même, sur l'affiche, c'est quand même cool. Ah, les affiches sont cool, ouais, franchement. Ça, c'est une affiche, même à la WWE, elle aurait pu être en main event, quoi. Ouais, largement, franchement, largement. Donc, les matchs sont vraiment sympas en plus. Kurt Angle, c'est une machine de guerre. Christian, c'est une machine de guerre. Et Sting, comme j'ai dit, son aura, son charisme. De toute façon, on n'a jamais taré des reloges sur Kurt Angle. Oui. Bah, lui aussi, j'ai hâte de faire son émission. Ah, purée, là, arrête. Là, ça va être la folie. Ouais, trop. Par contre, ça durera peut-être pas 4 heures, ça. Ouais. Sa carrière est finalement assez... Ah, putain, c'est condensé quand même. TNA, il y a beaucoup de trucs à dire. Hein. C'est vrai. C'est comme quoi le titre déjà run de WWE pour Kurt Angle, on a beaucoup à dire. Et TNA, il y a énormément D'ailleurs, à dire. Kurt Angle qui a déjà dit qu'il regrettait que justement tout ce qu'il a fait à la TNA ne soit pas mainstream. Oui, qu'il a fait des trucs de dingue. Ouais, bien sûr. On repart. Et post ça, il va faire évoluer son personnage, Christian. Et en fait, c'est énorme parce que je m'en étais pas rendu compte spécialement à l'époque. Et en étudiant, en fait, c'est les prémices de la gimmick qu'il a aujourd'hui. En fait, il se sera jamais reposé sur ses lauriers, Christian. Il a toujours cherché à faire évoluer son personnage. Toujours de trouver des petites subtilités, des choses comme ça. Donc en fait, j'y reviendrai beaucoup plus tard dans la vidéo en parlant du patriarche. Donc c'est le mec de patriarche, mais là il commence déjà à faire ça. Donc en fait, il va avoir un clan. Donc du coup, comme t'as dit, il va ramener Tyson Tomko. Donc il se fait pas péter, c'est plus Tyson, son nom je sais plus, mais c'est Tomko toujours. Et en fait, il va faire un clan un peu autour de lui où il va devenir le manipulateur. Vraiment tout pour lui. Vraiment le très narcissique, égomaniaque, et en fait, il va jouer de parole vraiment un manipulateur né, quoi. C'est vraiment... J'ai le droit de dire que là, j'ai l'impression que tu parles de Seth Rollins ou pas? Ah ouais, pas mal le parallèle. Et en fait, donc du coup, après Tomko, il va réussir à se rallier à lui Scott Steiner. Donc en fait, il va avoir 2 gros armoires à glace avec lui. Donc déjà, ça a quand même pas mal de gueule, parce que lui, il est beaucoup plus fin et tout, et donc du coup, il va se faire beaucoup d'eux. Et bizarrement, il va réussir à recruter dans son clan, qu'il va appeler la Christian Coalition. Il va recruter AJ Styles. Donc AJ Styles va servir, c'est une période où il va être heel. Au début, il va servir un peu le tir à canon, malheureusement. Donc c'est pas le mec le plus important du clan. AJ Styles, tu parles. AJ Styles. Et plus ça va avancer dans ce clan-là, en fait, AJ Styles va prendre un peu un rôle comique. En fait, ça va être un peu le clown de l'équipe. C'est une utilisation un peu bizarre d'AJ Styles. Mais là, on n'est pas encore sur la grosse partie d'AJ Styles, en fait, là. Il avait déjà été champion, AJ Styles. Déjà. Mais là, le truc, c'est que Christian va vraiment se servir de ses talents de manipulateur pour prendre l'un des meilleurs catcheurs du roster et de s'en servir comme ça va être son sac de frappe, quoi. Un peu ça. Donc il y a quand même des segments très marrants, très bizarres. Bon, parce que c'est AJ Styles, il se passe vraiment pour un con. Mais par contre, lui, il va traîner mid-card, alors upper mid-card. Il va pas tout le temps, il va pas être vraiment, on va dire, il va pas être dans les rivalités pour le titre, Christian. D'accord, ouais. Il va être un peu plus en mid-card, vraiment à un peu dominer tout ça, et il va revenir de temps en temps avant le match. Ouais, après, il y a Sting, il y a Kurt Angle, c'est compliqué, hein. Il y a Samoa Joe aussi. Samoa Joe. Et ben justement, c'est durant cette période-là où il va prendre sa première défaite solo. Ouais, donc il est quand même resté longtemps sans être battu. Pratiquement 1 an et demi. Bah, quand il perd son titre, non, c'est un triple. C'est un triple threat, c'est pas lui qui prend le pin. C'est un triple threat avec Jarrett, c'est vrai. Non, face à Jarrett, c'est la King of Mountain Match. Ah oui, c'est le match bizarre, ouais. Et dans comment s'appelle Kurt Angle, pin Sting. Oui, parce que c'est un triple threat, tu vois. Donc c'est Christian ne prend pas le pin. Ouais, ils l'ont vraiment protégé. Ouais, vraiment protégé. Et là, il va avoir sa première défaite par soumission face à Samoa Joe. Donc c'est pas ridicule non plus. Hein. Face à l'énorme coquina clutch. Et ça te permet de crédibiliser Samoa Joe. Juste toute petite parenthèse, un peu à rater Samoa Joe à la WWE. Pas un peu. Merci. C'est tout. Il y a des
2-3 rivalités que j'aime vraiment beaucoup, dont l'une face à AJ Styles, pour rappeler un peu la TNA qui était vraiment cool, mais Samoa Joe c'est vraiment raté. On repart par la suite. Oui. Et je vais finir assez vite sur une TNA parce que après ça, il va un peu tourner face parce que en fait, il va se relier au TNA original face à la grosse storyline avant l'arrivée de Bischoff Hogan, donc on va dire fin 2007-2008 surtout, la Main Event Mafia. Ah oui. J'en avais déjà parlé, donc du coup c'est tous les gros vieux, tous les gros anciens, toutes les grosses légendes qui vont s'allier. Qui veulent squatter le Main Event. Qui veulent squatter le Main Event, et donc du coup ils veulent recruter Christian, parce que Christian rentre dans leurs critères, et lui il veut pas. Donc du coup il va s'allier aux autres, au TNA original pour les affronter. Il va galérer, il va pas y arriver, et en fait au bout d'un moment il va perdre un match, il va être obligé de les rejoindre. Mais il veut pas être dedans, donc du coup il essaye de les trahir et tout ça. Et c'est à ce moment-là où sa fin de contrat arrive. Alors j'ai l'impression qu'il a anticipé l'arrivée de Hogan et Bischoff. Ah lui, il part au bon moment. Ouais, et en fait, du coup, il ne gagne plus grand-chose. Et en fait, sa dernière apparition à la TNA, il se fait beatdown par la Main Event Mafia, c'est Booker T qui le défonce. D'accord. Ah, Booker T venait d'arriver aussi. Non, ça fait déjà quelques temps qu'il était là. Oui, enfin Booker T, okay, voilà. Ouais. Donc c'est sa fin de période TNA. Donc très très bon run. Ça finit un peu, pas en autre boudin, mais voilà, il commence à avoir d'autres gros noms, d'autres machins, donc forcément il arrive en fin de run. Franchement, c'est un run vraiment cool. Ouais, dans ce que tu dis là, ça donne presque envie d'aller voir les matchs. Ouais, franchement, les matchs, il faut aller les voir. Vraiment les matchs, il faut aller les voir. Du coup, c'est quoi la suite? Avant son arrivée à la WWE, j'avais envie de mettre un petit point Japon, parce que ça me fait plaisir. Il va avoir une apparition à la New Japan. Ok. Et je vais vous citer ce match. Donc c'est à Wrestle Kingdom 2. Donc on commence enfin à voir les Wrestle Kingdom. Et c'est un match de mid-card. Et en fait, c'est un match TNA face à New Japan. Donc du coup, c'est AJ Styles, P.T. Williams, Christian Cage, face à le clan Rise. Donc c'est des catcheurs, pour ceux qui connaissent un peu le catch japonais actuel, ils vont savoir. Toi, tu verras pas du tout, mais il y en a un, tu vas connaître. Donc c'est Millennium Collection 80, donc qui est le commentateur actuel de la New Japan. Donc c'est quand même quelqu'un qui catche pendant longtemps. Minoru, donc c'est Minoru Suzuki, me semble, si je dis pas de bêtises. Et Prince Devitt. Ah oui, bah c'est Finn Balor. Donc voilà, tout jeune Finn Balor. Ouais, c'est de tout jeune Finn Balor, avant Bullet Club. C'est vrai qu'il a été pertinent au Japon. Il était au-delà du pertinent. Je rappelle que c'est le premier leader du Bullet Club. Non, mais lui en fait, il faudrait presque faire une émission sur lui avant son arrivée sur la WWE pour que les gens sachent. Oui, parce que avant son passage dans le. Parce que là, on fait beaucoup de blagues avec Nicolas, donc mon coloc que vous avez vu dans l'émission de Nexus. Nico, ouais. On a vu des stats effrayantes sur Finn Balor actuel. C'est à quel point sur Internet on l'appelle plus Finn Balor, on l'appelle Pin Balor. Parce qu'il perd tout le temps. En fait, il faudrait presque. Dites-nous si ça peut éventuellement vous intéresser pour la saison 4. Je profite parce que comme je fais un petit aparté. Vas-y. Comme après de toute façon tu vas repartir CW. Comme la communauté grandit un petit peu tout doucement, qu'on a atteint les 260 abonnés quasiment bientôt. Je me dis il y a peut-être des gens qui connaissent pas ou qui ont envie de sujets, qui peuvent nous donner des sujets. On pourrait faire éventuellement la carrière de Finn Balor jusqu'à sa perte, jusqu'à sa blessure. Tu sais, jusqu'au moment où il est champion indisputé, où il se pète. Parce que finalement je me dis qu'il y a peu de gens qui savent à quel point c'était un gros catcheur quand il arrive à NXT. Bien sûr. Ouais, ça peut être intéressant. Donc du coup, on note ça dans un coin, et là du coup, on repasse à... On passe à son arrivée CW. Donc c'est très malin de quitter la TNA pour aller à la WCW. Alors déjà, le mec accepte de revenir à la WCW. On l'envoie au 3e show, le show W, quoi, le show désolé merdique. Et en plus... Le show qui a servi justement pour que les fans arrêtent de chanter ECW dans les... Ouais, bah oui, et vraiment... C'est une catastrophe. Déjà, son arrivée, ça va pas du tout. Il arrive, le public s'en fout. Mais là, il est plus ou moins sur la fin, non, de la ECW. Oui, c'est un an avant la fin. Un an et demi, ouais, un an avant la fin. Il arrive, on s'attendait à ce qu'il revienne à WWE, mais on s'attendait à ce qu'il vienne à SmackDown. Parce que beaucoup de gens pensaient que c'était lui qui avait attaqué Jeff Hardy. Ouais. Ah oui. Alors qu'en fait, c'est Matt. C'est Matt. Il arrive à la ECW, il n'y a pas de pop. Je sais pas, les gens ils s'en foutaient de Christian, je sais pas pourquoi. À son arrivée, il n'y a pas de bruit. Après, il faut bien comprendre aussi que les foules WWE sont souvent des foules WWE. Et du coup, ils ne connaissent pas la tienne. Plus, les commentateurs ne hype pas le truc. Genre, ils font « Ah, mais c'est Christian !» Et c'est tout. Il y a un bug dans sa vidéo d'entrée. Ah, ok, super. Et en plus, c'est le nouveau thème de Waterproof Blonde avec la version masculine, que je trouve beaucoup moins bien.
Donc c'est un tout, c'est raté. Il arrive pour confronter Jack Swagger, qui est champion SW de l'époque. Il le bat. Christian le bat durant son premier match à la SW, il le bat. Donc déjà, vous décrédibilisez votre champion parce qu'il parle face à un mec d'arrivée. Vous pouvez le faire affronter d'autres catcheurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire affronter le champion. Il va devenir très vite champion de SW. Ah, mais le titre a peu de valeur. Le titre n'a pas de valeur et c'est comme j'avais déjà dit, et si un jour on fait justement une émission sur la SWE, tous les champions face de cette brand sont utilisés comme de la bite. C'est les mecs les plus faibles du roster. Ça veut dire que dès que t'es champion, tu ne fais que te faire défoncer et de perdre. En weekly, il se fait défoncer tout le temps. Il va avoir une rivalité un peu sympa avec Tommy Dreamer, justement pour la fin de Tommy Dreamer, machin, que s'il a pas senti, il se fait quitter et tout. Ah, il a le titre, Tommy Dreamer, à la... Ouais, il donne quand même. Ouais, quand même. Mais le truc, c'est qu'il lui prend, mais en fait, ils sont pas vraiment en rivalité, ils restent potes, ils se font défoncer par le clan du Regal. Le Regal qui fait le Royal courte, avec Kosloff et Ezekiel Jackson. Et ça va emmener à la fin de l'ECW, où Ezekiel Jackson va battre Christian pour devenir le dernier champion. Oui, parce qu'il voulait miser sur Ezekiel. Il voulait miser, mais c'est pas bien. Vraiment, c'est pour ça que je passe très vite. Là, de toute façon, vous voyez la tête de Messiah devant moi, on voit que ça lui peine de parler de ça. J'ai même pas envie d'en parler. Il y aurait énormément de sel. Ce serait bien un jour de faire ça, justement, pour critiquer tout ce qui allait pas. Ouais, bien sûr. De faire un global, quoi. Du coup, il y a que ça pour la SWE? Il y a que ça. Derrière, en fait, il va être court, le chapitre. Voilà, il va être très court. Il va arriver à SmackDown, il me semble. Il va être utilisé en tant que mid-carder. Vraiment, hein. Je n'ai aucun souvenir de Christian à cette époque-là. Il y en a un, tu vas l'avoir, on va y arriver. Mais il va participer à des matchs de mid-card, il va vraiment rien avoir d'important. Il va participer au Money in the Bank de WrestleMania 26, qui va être gagné par Swagger, donc c'est pas lui qui le gagne. Vraiment, pas grand-chose, et il va se blesser. Il va avoir une blessure, donc on va pas le voir pendant un peu de temps. Et il va faire son retour durant la rivalité Edge Del Rio avant WrestleMania 27. Donc du coup, il va être là pour aider Edge. Donc vraiment, donc il va affronter beaucoup Brodus Clay, qui était comme ça s'appelle le bodyguard de Del Rio. Avant, c'était avant. Ouais, non mais bon, Brodus Clay, c'est nul. De toute façon. Et il va assister à la victoire de Edge à WrestleMania 27. Alors on s'attendait tous que comme Del Rio, il avait gagné le Rumble à 40. Tout ça, on s'attendait à ce qu'il gagne, finalement il gagne pas. Et Christian, c'est lui qui va dégommer la voiture de Del Rio. Avec Edge, à la fin. Donc c'est quand même assez marquant, à l'opener, WrestleMania 27. Mais en fait, on reprend la dynamique, et j'aurais beaucoup utilisé ce mot dans cette émission, des débuts des années 2000, avec Edge au-dessus et Christian en dessous. Exactement. Et, en fait, il va arriver un drame, qui va finalement lui servir. Le drame est même déjà arrivé. Le drame est déjà arrivé. Le SmackDown d'après, Edge vient faire une promo en disant qu'en fait, il peut plus catcher. Donc c'est la retraite de Edge, donc il rend le titre vacant. Et du coup, je pense que Vince McMahon s'est dit, bon, Christian il est quand même bien aimé, c'est le frère de Edge, c'est le pote de Edge, on va lui donner un titre, mais c'était prévu à ce qu'il le perde très très vite, et on va y arriver. Donc à Extreme Rules, c'est titre vacant, Del Rio contre Christian en match échelle. Il y a même Edge qui est là dans le match pour le regarder et tout ça, c'est un bon match. Et Christian devient enfin champion du monde à la WWE, donc champion du monde poids lourd. Donc tout le monde était heureux, vraiment. Je me souviens sur les forums, sur internet, je commençais déjà à être pas mal sur internet à ce moment-là. On est à l'époque Catch Attack, hein. Donc du coup là à ce moment-là, vraiment tout le monde commence à connaître tout ça. Donc tout le monde était vraiment content parce que Christian, les gens qui avaient un peu suivi la SWE étaient un peu dégoûtés parce qu'on voyait que dans le ring il était bon, il était charismatique, mais encore une fois on s'est dit il va avoir le même traitement. Oui, en fait ça va être encore une fois un plafond. Et en fait là il devient champion. C'est dommage qu'il a dû attendre la blessure de la retraite de Edge pour qu'il soit champion, mais ça lui a servi. Il n'y avait pas eu des rumeurs comme quoi on aurait pu possiblement avoir eu des matchs entre lui et Christian, entre Edge et Christian à l'époque là? Non, je sais pas, il y avait aucune idée. Rumeurs. Franchement, aucune idée. Désolé. Et ils nous ont fait un ascenseur émotionnel, ces salopards. Parce que le SmackDown suivant, vraiment, c'est juste après le pay-per-view. Christian arrive en célébration, tout content d'être champion et tout ça, et il se fait défier par le revenant, qui était face en plus à l'époque, Randy Orton. Donc Randy Orton vient le défier et tout, donc les deux en mode compétitif, ils acceptent de s'affronter dans le main event de SmackDown. Et Christian va perdre. Donc il garde les titres quoi? Une semaine quoi? 6 jours. Et en fait Randy Orton redevient champion. On avait eu des anecdotes, j'en avais parlé dans la vidéo de Randy Orton. Randy Orton avait dit non mais laisse-lui son moment, pourquoi tu veux déjà lui retirer le truc et tout, et non il a fait non, je suis toi le champion. Vraiment, mais en fait Christian il a chaud, il a rien eu. Ouais, il aurait pu attendre le pay-per-view suivant. Ouais, vraiment il a rien eu à foutre. Ne pas faire affronter
ne pas le faire affronter. Orton qui vient pour dans la célébration, mais pas de match le soir même. Surtout que Orton était face à l'époque, et en fait, ça ne l'aide pas en tant que face. Parce que les gens étaient dégoûtés. Bah oui. Vraiment. Et, mine de rien, ça va servir. Je l'aurais jamais fait, il fallait pas le faire pour moi, mais ça va servir. Parce qu'ils vont avoir un match revanche où Christian va encore perdre, et en fait, il va accepter sa défaite, on va dire, en tant que bon vainqueur, on a l'impression vraiment c'est un bon perdant, il accepte sa défaite et tout. Et il va s'éloigner du titre. Et là, on se dit, merde, en fait, vraiment, il a servi à rien, quoi. Ah ouais, vraiment. Derrière Randy Orton, il va avoir un nouveau challenger en la personne de Sheamus, qui est des heels, il me semble. Et Christian, je sais plus par quel truchement, il va devenir, comme ça s'appelle, arbitre spécial de ce match. Donc en fait, il reste autour de Randy Orton. En fait, ils sont un peu potes tous les deux. C'est un peu spécial, un peu bizarre. Ouais, parce qu'il malgré la perte de titre, il n'y a pas d'animosité. Mais en fait, s'il va y avoir de l'animosité, parce qu'en fait, Christian va faire gagner Randy Orton, mine de rien. Randy Orton va réussir à battre Sheamus et Christian va lui faire gagner, donc il va taper 3. Et durant la séparation d'Orton, Christian prend le titre et en fait, au lieu de le donner à Randy Orton, il lui pète dans le crâne. Ouais, ça c'est bien. Il turn. Les gens étaient contents là. Ouais, mine de rien, les gens étaient contents qu'il tourne. Parce qu'en fait, on voit le frustré et que le mec, en fait, il a pas eu son moment à cause d'Orton. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on s'attendait à ce que ça devrait être l'inverse. Christian le face face à Randy Orton le heel. Et en fait, ils font l'inverse. Et en fait, ça marche très bien. Ouais, c'est pas mal ça. Randy Orton, bon, il est toujours meilleur heel que face, hein, je le maintiens. Mais Christian, en fait, c'est un très bon heel. Vraiment, là, Tiny, on l'a bien vu. Donc, c'est à son premier run, donc du coup, en tant que heel. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il va reprendre un peu sa gimmick un peu pleureuse en disant je veux encore un match, one more match. Il va même l'avoir sur un t-shirt, quoi. Et le public va le chanter, non? Va le chanter, one more match, one more match. Il va réussir à rebattre Randy Orton pour avoir un titre. Il va retoucher le titre pour la deuxième fois. Mais il finira encore une fois pour perdre. Oui, bah de toute façon, oui. Mais et assez vite. Vraiment, le problème, c'est pas le fait de perdre, parce que le fait de perdre, c'est normal pour un catcheur long terme. Mais c'est pas des vrais runs. Le problème, c'est que lui, il les perd trop rapidement. Trop rapidement. Et derrière, en fait, il va être dans le marasme. Vraiment, mid-quart d'heure, il va avoir des petites rivalités face à Cody Rhodes, face à Sheamus, machin. Rien d'important. Vraiment du mid-card for life. Et en fait, après un match face à Del Rio, il avait déjà pas mal de problèmes de commotion cérébrale, Christian. Il avait déjà pas mal d'abus de sa carrière. Et en fait, durant un match face à Del Rio, il va y avoir un moche. Et Del Rio va lui mettre un legit Antsugiri dans le crâne. Et en fait, en allant voir les médecins, ils lui ont dit non mais stop. Donc en fait, et c'est sa première retraite alors. C'est ça, et en fait il se dit ouais bon bah, j'ai plus ou moins fait le tour. Ah oui, puis il a été champion du monde un peu partout, voilà, il a été pertinent, et son pote est plus là. Son pote est plus là, et en fait lui il va l'accepter. Okay. Bizarrement à ce moment-là il va l'accepter. Il va être toujours à l'écran mine de rien. On a à peu près en quelle année la pote il prend sa retraite? 2014, faut que je le dise. En fait du coup on a passé énormément d'années d'un coup. Oui, bah comme je t'ai dit en fait c'est pas pertinent. Ouais, après sa grosse rivalité face à Orton, c'est que des rivalités mid-card, et en fait, il n'y a rien d'important, quoi. Là, ouais. Vraiment rien d'important, il repart dans les limbes. Il donne toujours des très bons matchs. C'est quoi, c'est le mec qui sert un petit peu à pusher les jeunes qui arrivent? C'est ça, à pusher les nouvelles stars, un petit peu, comme j'ai dit, Sheamus, Cody Rhodes, tout ça. Je vais mettre juste un petit point un peu sympa. Il fait une meilleure spear que Edge. Alors, parce que, justement, après le départ de Edge, il a commencé à faire le spear. Moi, j'ai envie, en hommage à son frère. Forcément. Moi, j'ai envie de dire, c'est sa première retraite. Oui. Et lui, par contre, on est persuadé qu'il revienne pas. Il fait partie des mecs où on est vraiment persuadé qu'il revienne pas. Il est en paix avec ça, quoi. Et il est en paix avec ça. Donc il va avoir pas mal d'apparitions sporadiques, il va souvent être dans les panels. Tu sais, vous savez, les panels des kick-off. Moi, je me rappelle, vas-y. Bah, je pense que t'allais le dire, vas-y, dis. Moi, je me rappelle qu'il est là quand, l'Authority, perd, et John Cena, en fait, il est avec Edge quand l'Authority menace, si John Cena leur rend pas leur place, il casse la tête de Edge. Ouais, c'est ça. Mais les deux, on est vraiment persuadés qu'ils reviennent plus. Ouais, on est vraiment persuadés qu'ils reviennent plus. Ils font des trucs vraiment sympas parce que leurs podcasts sont hyper cool, ils sont hyper comiques. Ouais, ils ont un truc comique. Et IC Show, là, Edge et Christian Show. C'est dommage que par contre, ça n'a jamais été traduit. Bah oui, pour toi qui as du mal un peu avec l'anglais, forcément, c'est pas vrai. Ouais. Forcément, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de blagues un peu méta. Même moi, j'arrive pas à tout comprendre, mais c'est quand même assez sympa. Donc, vraiment rien. Et de 2014, et d'un coup, on va le revoir à l'écran durant l'époque Covid en 2020. Un an après le retour de son frère, non? Ouais. À Royal Rumble. Même pas un an. On est durant l'année 2020. C'est pas au Rumble qui revient, lui? Non, il revient avant. En fait, on a le retour du Rumble 2020 de Edge. Il y a le match horrible à Mania Randy Orton Edge. Ouais. Il y a Backlash. Ouais. Le plus grand match ever, mes couilles, là. Ouais, avec la caméra. Ça va l'énerver.
Et en fait, derrière, Randy Orton pète les plombs et redevient vraiment l'Apex Predator complètement fou. Et en fait, il commence à de nouveau à punter les gens et tout ça. Il ressort de sa rivalité face à Jeff Hardy. À punter, mais safe. Safe, oui. Bah là, avec le Thunderdome, il pouvait vraiment éditer. Et en fait, Christian vient en disant non mais c'est pas possible. En plus, t'as attaqué mon frère, t'as attaqué mon pote, t'as machin. Là, il voulait défoncer Ric Flair. C'est plus Edge est blessé, non? Ouais, Edge était pas là, justement, il était blessé. C'est ça. Orton voulait défoncer Ric Flair et en fait, Christian vient et il dit non mais je vais t'affronter en fait ce soir. En fait, le match n'aura jamais lieu parce qu'il va le punter. Oui. Voilà, donc en fait, on voit que Christian revient un peu. On se dit ouais, mais en fait, il est en retraite, on comprend pas trop. On arrive au Royal Rumble 2021, donc Royal Rumble du Covid, donc Voilà. celui où il n'y a pas personne. Et là, il arrive, donc du coup, il y a le retour de Edge dans ce Rumble qui va gagner. Hein. Le retour de Edge de blessure, les De amis. blessure, ouais. C'est pas parce qu'il revient un an avant. Ouais, voilà, donc du coup, dans le Rumble 2021, Voilà. c'est le Rumble que Edge va gagner. Mais il y a Christian qui fait son retour dans le Rumble, et là, on se dit, waouh, il peut catcher. Donc vraiment, on était là tous. J'aime bien l'image où il regarde Christian et lui dit, où il regarde Edge et lui dit, putain, vous êtes encore fit tous les deux. Ouais, c'est ça, vous êtes beaux, ouais, ils font une blague méta, ils se font un câlin et tout, donc c'est hyper cool. Et ça, personne s'y attendait. C'est qu'après ça, il quitte la WWE. En fait, son seul retour, c'est le Rumble? Oui. J'étais persuadé, moi, qu'il restait à la WWE un peu, qu'il y avait des matchs un peu. Non. Donc, en fait, il va être clear par les médecins qui vont le laisser aller faire le Rumble et en fait, derrière, il quitte la fédération. Et il va à la EW. D'accord, ok. Avant d'attaquer le gros chapitre à EW, est-ce que tu veux faire juste en quelques phrases un bilan de son parcours WWE? De son retour WWE. De son retour. Ah, moi je pensais que tu voulais même parler de... parce que finalement, son retour, il est quand même bah justement, c'est pour ça que je vais venir. Il parle bien de son parcours, quoi, finalement. Pour moi, son retour de WWE, c'est un raté. Total, ouais. Pour moi, c'est vraiment pas bon. Je suis très content qu'il ait eu le titre, mine de rien. Ça, c'est cool. Parce franchement, il le méritait, ouais. Il le méritait. Ça aurait été ouf qu'il soit pas dans l'un des linéages des titres WWE, poids lourd ou WWE. Il fallait au moins qu'il ait au moins des titres là, quoi. Donc c'est cool que ça a été fait, mais dans la globalité, c'est pas bon. Je suis complètement d'accord sur son retour, mais je veux dire, même cette histoire de plafond de verre, c'est toute sa carrière WWE. Oui, c'est ça. C'est vraiment la WWE. Ils n'ont jamais voulu lui faire confiance. C'est vraiment, je le disais sur Matardi, mais c'est pareil pour Christian. Ouais, il y a vraiment des parallèles. Il y avait vraiment Edge, Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est ces démons qui l'ont empêché plusieurs fois d'être vraiment au top. Mais ces deux mecs, ils voulaient mettre ces deux gars-là. Et les deux partenaires par équipe, ils s'en foutaient. Et finalement, il y a quand même une grosse part grosse part de parallèle, ça veut absolument rien dire. Un gros parallèle à faire entre finalement Matt et Christian, où les deux étaient très créatifs. Mais finalement, ouais, comme tu dis, on leur a jamais fait confiance. Parce que la machine n'était pas du tout derrière eux. Oui, après, il y a des trucs que je peux comprendre, d'autres non. Tu vois, mais que forcément que tu as envie de faire du pognon sur Edge, Jeff Hardy, je comprends. Mais les deux mecs-là, ça aurait pu largement, dans leur carrière, être des upper mid-card. Oui, il aurait pu mieux l'utiliser. Quand Messiah a dit qu'ils auraient pu mieux être utilisés, il dit bien pas le visage de la compagnie, mais des utilisations plus pertinentes. Bien sûr, bien sûr. Ah, maintenant, on va passer au dernier chapitre. À la EW. À la EW. Alors là, je suis complètement novice. Donc, je fais un préambule. Je vais parler jusqu'à sa fin de rivalité face à Adam Copeland, Edge. Donc c'est à peu près l'année. Les années, comme c'est les années récentes, j'ai un peu du mal à me Ok, d'accord. Excuse-moi. Parce que ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je ne suis plus la EW de manière suivie. Donc je vais pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises, donc du coup je vais parler jusqu'à tout ce que je sais. D'accord. Puis après, de toute façon, aujourd'hui, il est encore à la télé, donc les gens qui ont envie de continuer sa carrière, ils peuvent. Ils peuvent aller le voir, ouais. Voilà. Exactement. Donc du coup, il va être présenté en début un peu surprise. C'est complètement surprise parce qu'il est au Rumble et oui, c'est ça. C'est vraiment surprise. Les gens s'y attendent pas. Je suis content, comme j'ai dit, il reprend un peu son thème TNA refait, donc j'adore. Il commence déjà avec une catchphrase qu'il aura sur ses t-shirts, sur son petit intro. Il reprend un peu l'idée de Jericho, où ça fait un décompte avant qu'il arrive, j'aime bien. Et en fait, ça va être break everyone. En fait, c'est je peux battre tout le monde, je suis aussi fort que tout le monde, en fait. Il arrive en tant que face. D'accord. Et il va se lancer direct en rivalité face au champion du monde de l'époque, qui est Kenny Omega. Kenny Omega était champion à l'époque. Donc c'était The Elite Heel. Donc j'ai beaucoup aimé aussi cette période, ça faisait bizarre de voir Kenny Omega de nouveau heel, parce qu'en fait il était heel dans le Bullet Club, mais il a très vite été tellement populaire et devenu face et héros que on s'attendait pas à ce qu'il soit heel champion du monde. En fait, son premier titre de champion du monde, c'est en devenant méchant, quoi. D'accord, ok. Et à l'époque, Kenny Omega, c'est le belt collector. Collectionneur de ceintures. C'est ça, donc du coup il est champion de WWE et il est double champion TNA. Parce qu'en fait à l'époque, il y a
le nouveau titre. Hein. Et en fait, il y avait les 2 titres de champion du monde TNA. En fait, l'ancien titre et le nouveau, c'était un peu compliqué. En fait, c'est durant le gros partenariat de la TNA et de la WWE. Et en fait, à la TNA, ils avaient 2 titres. Partenariat qui a été repris aujourd'hui à la WWE pour la TNA. C'est ça, exactement. Et en fait, Omega, il se promenait avec 3, voire 4 ceintures, parce qu'il était champion, donc il avait les 2 ceintures TNA, même si c'était, en fait, c'est comme champion unifié, si tu veux. Donc il y avait 2 ceintures, le titre AEW, et il avait le titre AAA Mega Champion. Donc vraiment, c'était vraiment le bel club. Ah ouais, il était partout. Ouais, en même temps, c'est... Oui, c'est Kenny Omega. C'est Kenny Omega, quoi. Ouais, surtout à l'époque, encore à l'époque, huge, c'est huge. Alors ça, je vais te dire un truc, par contre, ça te rajoute pas du temps dans Oui. ton décompte. T'as vu cette petite pub là sur les nouveaux personnages de Street Fighter avec Kenny J'ai Omega adoré, ah ouais, vraiment, j'ai vraiment trop adoré. Et surtout que bah, là, ça faisait longtemps que j'étais pas ultra hypé par Major Catch, parce qu'ils vont faire Kenny Omega face à Kazuchika Okada, le 5e. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un pay-per-view AEW suivi. Je pense que celui-là, all-in, je vais pas le rater. Ok, Ça c'est clair et net que je vais pas le rater. On en parlera peut-être. peut-être. Et Christian, en fait, dans cette rivalité-là, personne s'attend à ce qu'il prenne le titre AEW, quoi. Mais par contre, ils vont faire un gros clin d'œil. Il va réussir à battre Omega et devenir champion TNA. Ça c'est beau. Ouais, donc du coup, en plus, un petit parallèle, parce qu'il a été longtemps à la TNA, donc il va devenir champion Puis Impact. c'était un beau visage de Et TNA. voilà, et en plus, ça va lui permettre d'apparaître dans les weekly de l'Impact. Donc c'est cool, en plus, donc ça leur permet d'envoyer une star chez eux. Donc dans le partenariat, c'est un peu cool, quoi. Et derrière, bah forcément, comme il a réussi à lui enlever un de ses titres, il va avoir un match de championnat AEW face à Kenny Omega. Ah, pour le Pour le gros vrai. titre. Et dites-vous que c'est un mec qui est post-retraite, qui a pas catché pendant longtemps, Ah oui, parce que lui, pour le coup, et on voit qu'il a un peu fatigué forcément le cardio et le machin, mais par contre, il est toujours aussi propre dans le in-ring. C'est fou. Vraiment, Christian, c'est Ça. vraiment un monsieur dans le in-ring. t'as dit que c'était en quelle année qu'il revient à la AEW? De 2022? À 2021? la WWE, tu veux dire? Ouais, non, ouais, enfin, le Rumble, c'est 2021. Ouais, donc c'est en Bon, 2022. bah, Il est en il est né. 2022, il est en 2022, quoi. Il est né en 73, donc il avait déjà 47, 48 ans. Ouais, c'est ça. Et en fait, il deliver, quoi. Et on voit qu'il fatigue plus vite, forcément, mais par contre, il deliver. Le match face à Omega, il est très bon. Est-ce qu'il a toujours une pretty heure? Oui, mais Ok. ça s'appelle le kill switch. Ok, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le Ok. kill switch. Toujours. Justement, je vous conseille, vous pouvez aller taper kill switch, Christian kill switch sur Omega, et vous allez en voir un sur une chaise, mon dieu, parce qu'Omega, il a rien à foutre. C'est un des meilleurs sellers, il y va comme un boucher. Je vous conseille d'aller voir, c'est terrifiant, c'est une partie sur cette chaise. Mais il va perdre. Forcément, Kenny Omega va rester champion majeur. Oh, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et en fait, c'est très bizarre. Derrière, Christian, en fait, il va pusher un jeune. En fait, il va s'allier à le Jurassic Express. Donc, du coup, c'est Luchasaurus. Donc, je t'en avais déjà parlé, le catcheur dinosaure, qui a une gimmick vraiment un peu sympa, que j'aime vraiment beaucoup. Et le catcheur prometteur, qui est l'un des jeunes qui voulait pusher à mort à l'époque à la AEW, Jungle Boy. Jack Perry. C'est celui qui catch pieds nus, non? Quelque chose comme ça? Non, mais qui Non, a les je cheveux de sais pas. Tarzan. Ah, c'est Et ça. qui venait avec la musique Tarzan Boy. Oui. Donc c'est Oh. génial. Donc c'est parfait. Et c'est le fils de l'acteur décédé, Luke Perry. L'acteur de Beverly Hills, il me semble. Bah, tu sais qui est son grand-père, tu sais qui est son oncle, alors, du coup, à Jungle Boy. Bah, Krusty le clown. Pas mal. C'est vrai? C'est pas une Ouais, blague. c'est vrai, oui. Vu que Luke Perry est le demi-frère de Krusty le clown. Ouais, c'est vrai. Ah, j'avais la ref, je l'avais oublié, tu vois. Désolé. Et il va le prendre sous son aile. Ça veut dire le mentor pour Jungle Boy. Donc ils vont avoir beaucoup de matchs trio ensemble, par équipe. tout C'est ça. cool, ça, que justement, C'est vraiment sympa. il vient d'aider les jeunes comme ça. Voilà, et Jungle Boy, vraiment, c'était un gros prospect, et donc du coup, c'est cool. C'était, ça l'est plus. C'est compliqué aujourd'hui. Ok. Voilà, parce qu'il y a eu l'affaire CM Punk aussi, hein, faut pas l'oublier, avec lui. Donc c'est un peu spécial. Donc vraiment, on y croyait, parce que c'est un très bon catcheur, Jungle Boy. Il a un style unique, vraiment, moins maintenant, justement. Mais à l'époque, vraiment, les yeux étaient beaucoup tournés vers lui, et d'avoir Christian avec lui, c'est vraiment ça. Ça aide. Et en fait, Jungle Boy, il me semble qu'il va l'éliminer dans une Battle Royale pour devenir aspirant au titre TNT, donc un des titres secondaires. Et en fait, Christian va tourner sur lui. Il va le trahir. D'accord. Donc on s'y attendait pas non plus. Donc Christian va retourner heel, il va défoncer Jungle Boy. Et le Dynamite, donc le Dynamite c'est l'équivalent de Raw pour Ouais. Il Après, fait le show hebdomadaire. il va faire une promo, il va commencer à avoir ce nouveau style qui me fume. En fait, c'est le style jaune. C'est en fait, il aura un col roulé tout le temps, même quand il catch. Ok. Donc un pull col roulé, mais sans manche quand il catch.
donc on voit ses bras, mais il aura toujours ce col roulé. What the fuck. Et comme tu dis, t'aimes bien les catcheurs qui viennent habillés pas en catcheur. Moi, j'aime bien. Quand il vient habillé avec des jackets, des jungle jackets, un peu veste militaire, et toujours son col roulé. Moi, je trouve que je fais encore 30, même pas 30 secondes. Moi, quand je vois le clan de Seth Rollins arriver en costard, Ouais, j'adore. j'aime beaucoup. Je suis un peu moins raw en ce moment parce que j'ai moins le temps puis je suis moins épais. Mais le clan de Seth Rollins avec tout s'habillé en costard, ça leur donne encore plus de prestance. Bah, surtout que les tenues de fou de Seth Rollins, il est venu, je sais plus quel Raw précédent, on aurait dit un prince somalien. Par contre, il me fume de rire. Hein. ouais, ils ont encore sorti un spear venu de n'importe, je sais pas où. Ah, Braun Breaker. Lui, si c'est pas la plus grande star de la WWE dans 10 ans, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. D'ailleurs, je diffuse cette émission lundi à midi. Ce soir à Raw, il y a le champion du monde des spears qui vient. Bah, qu'on s'y attend, quoi. Ah ben, moi, il est là. Ah, ça a été annoncé? C'est annoncé. Moi, j'ai même pas vu. On s'en fout. Reprends. Donc, je me suis perdu là-dedans. On était Donc, avec. donc il a heel turn, et en fait, du coup, le Dynamite d'après, il va se faire interviewer par Tony Schiavone, qui va lui demander, mais pourquoi t'as fait ça? Et en fait, il va commencer cette gimmick géniale. Alors, on a T'as fait quoi? Parce qu'il me semble que tu le dis pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Tony Schiavone lui demande pourquoi t'as fait ça? Bah, si, je l'ai dit, il a tapé Jungle Boy. Ah, voilà, c'est ça, il a tapé, ok. Il a défoncé Jungle Boy, je l'ai dit. Ah, mais comme après, on est parti sur Breaker, Ouais, j'ai perdu. Donc, Christian, il va partir. C'est un point de sa gimmick qui va être très très important. Alors, on est à la WWE, ils sont beaucoup plus libres qu'à la WWE, je le maintiens, et c'est un produit un peu plus adulte. De toute façon, c'est comme ça qu'ils se vendent, hein, de toute façon. Et en fait, ce point de gimmick, c'est que notre bon Christian, il parle de Jungle Boy, il fait « Ouais, mais tu me voyais comme un nouveau père, machin, mais je ne suis pas ton père, et de toute façon, ton père, il est mort. Ouais. » Et en fait, Christian, à partir de ce moment-là, son leitmotiv, c'est de tacler les pères morts des catcheurs. Super. Mais il y va comme un porc. Comme un porc. Il a aucune limite, donc c'est en même temps, il est horrible, et en même temps, moi, ça me fait rire parce que ça va tellement loin, il a rien à foutre. Et en fait, il n'arrête pas de tacler Jungle Boy sur le péri, en fait, de dire que son père il est mort et qu'en fait, bah, c'était juste un acteur médiocre du cinéma et en fait, que ça peut pas être ça peut pas être un modèle. Et en fait, voilà, il est crevé. De toute façon, il a l'image de qu'est-ce qu'il a été dans toute sa vie. Il a fini comme il était dans toute sa vie. Et vraiment, il y va vraiment comme un sagouin. Et on va pas parler de Luc Perry, mais et il va reprendre ce que je disais quand il était à la TNA, quand il était chef de clan, très manipulateur. Et en fait, il va réussir tout doucement. Ça va prendre du temps à retourner Luchasaurus contre Jungle Boy. Et en fait, moi je trouve ça un énorme parallèle parce qu'en fait, il va y arriver. Donc au bout d'un moment, Luchasaurus va défoncer Jungle Boy, donc Jungle Boy va se retrouver tout seul. Et le Luchasaurus, en fait, ça va devenir le Kane de Christian. Vraiment. c'est un catcheur important. C'est un Golgoth, hein, Ouais. c'est vraiment un Golgoth. Le fait qu'il soit masqué, que là il va devenir heal, donc c'est vrai que le dinosaure noir, masque noir et tout ça, et en fait je trouve beaucoup de parallèles avec Kane, en fait, vraiment le bras armé de Christian. Et en plus, plusieurs fois, il y aura des moments où en fait on voit que le Luchasaurus il a envie de se rebeller, et qu'en fait à chaque fois il baisse la tête, et il accepte les ordres de son maître, quoi. C'est vraiment ça. Et Christian va abuser de sa manipulation. Normalement il est censé s'affronter avec Jungle Boy, mais en fait Christian va se blesser au triceps assez rarement. Donc en fait, ça va être un faux match. En fait, c'est durant un pay-per-view All Out. C'est censé être Christian contre Jungle Boy. En fait, Jungle Boy est dans le ring, Christian rentre, et en fait, kill switch. Je viens de faire le lapsus. Luchasaurus va arriver, va défoncer Jungle Boy. Et en fait, Christian va venir, va faire tomber le match de la zone. Parce qu'il est blessé, donc du coup, il va devoir se décaler. J'ai fait le lapsus révélateur. En fait, il va tellement manipuler Luchasaurus, il va tellement lui rentrer dans la tête, il va tellement le prendre comme si c'était sa chose, qu'il va le renommer et qu'il va l'appeler Kill Switch. D'accord, donc ok. les noms de son finish. Ouais. Donc Luchasaurus, actuellement, il ne s'appelle pas Luchasaurus, il s'appelle Kill Switch. Ouais, vraiment, il est... Vraiment, il est dominant sur lui. Il va faire son retour face à Jungle Boy. Combien de temps? Quelques mois après? Quelques mois après, et en fait, ça va permettre à Jungle Boy de gagner les matchs quand même. Il fallait le faire gagner de toute façon. Et c'est un match ultra violent, et en fait, c'est un Buried Alive match. Ouais, oui. Ça porte pas le nom là, mais c'est à peu près ça. Et même la scène de fin est terrifiante parce que Jungle Boy, une de ses prises de soumission, c'est un peu un STF qu'il appelle le snake trap. Ouais, je crois que c'est le snake trap. Où en fait, au lieu de prendre qu'une seule jambe pour faire le STF, tu vois le STF de John Cena. Ouais, j'ai jamais réussi à comprendre. Voilà, et en fait, lui, il prend les deux jambes.
et derrière il le prend sous mission, et le moment mythique du match, c'est qu'en fait, il va le prendre pour faire son snake trap, et en fait, au lieu de l'étrangler avec ses mains, il va l'étrangler avec une pelle. Ouais, donc c'est vraiment... il me semble que... Bien violent. J'ai peut-être vu des images. Ouais, je pense que tu as dû voir des images sur les réseaux sociaux. Et du coup, Jungle Boy Gang va partir de son côté, mais notre bon ami Christian, il va continuer à être un pourri. Et en fait, il va un jour de toute façon. Voilà, il va rentrer en rivalité face à Darby Allin et Sting. J'aime beaucoup. Ouais, voilà, toi t'as bien aimé ces Rollman. Ah, moi, c'est le seul truc que j'ai suivi. Du coup, t'as dû voir quelques matchs entre les deux. Peut-être, ouais, j'ai peut-être pas regardé, mais j'ai suivi, quoi. Donc, il va être en rivalité face à eux, et en fait, il va tellement abuser il va y avoir un match de championnat entre Kill Switch, donc Luchasaurus, et Darby Allin, et Christian va permettre à Luchasaurus de devenir champion TNT. Ok. Donc, c'est pas Christian qui devient champion, donc c'est ça qui est un peu rigolo. Mais en fait, c'est comme s'il était champion. Et ça me fait mourir de rire, parce qu'en fait, Kill Switch est champion, mais c'est Christian qui porte la ceinture. Bah, ils ont fait ça rappelle un peu avec le King of the Ring. Ah ouais, c'est ça, mais en pire. Ouais. Ça veut dire que le Luchasaurus, donc Kill Switch, n'a jamais le titre dans les mains. Ouais, il est champion sans avoir le titre. C'est Christian, il l'a sur l'épaule, et il parle. Comme s'il est champion. Et quand il parle, il dit c'est mon titre. Okay, il dit, alors que c'est Luchasaurus qui fait les matchs, mais c'est lui, il dit non, c'est mon titre. Ah, d'accord, ouais. Et il y a un segment à pisser de rire, parce que je dis, il a aucune limite, où il est en interview backstage avec Kill Switch à côté de lui, et il a amené sa petite fille, sa vraie fille. Donc Christian ramène sa vraie fille à côté, et en fait il est en train de faire sa promo et tout, et sa fille elle fait papa, je peux tenir le titre, il fait non c'est bien, je te le donnerai pas. Donc même avec sa fille c'est un pourri. C'est pas mal fait ça. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment très drôle. Et en fait Darby Allin dans la rivalité, il a un ami à lui qui s'appelle Nick Wayne. Donc c'est un jeune catcheur, à l'époque il avait à peine 19 ans. Donc vraiment très jeune catcheur, très prometteur. Et en fait Christian il se dit attends, lui aussi son père il est mort. Je peux le retourner alors. Ouais, et donc du coup il s'en prend à son père qui est mort, qui était un ancien catcheur en plus. Donc du coup il va bâcher, il va remettre plein la gueule au pauvre jeune, quoi. Vraiment un an il est fini. Au bout d'un moment il va y avoir un triple threat. Au bout d'un moment Darby Allin il va affronter Kill Switch pour le TNT, mais Christian est dedans, donc ça triple threat. Et en fait, à la fin du match, Kill Switch laisse Christian faire tomber. Okay. Et il devient vraiment champion TNT. Ouais, donc l'autre il s'est vraiment couché pour lui. Ah, tout le temps, vraiment. C'est vraiment, il le laisse faire tomber sur Darby Allin qui est KO. Et en fait, il va y avoir un dernier match très très violent. Il me semble que c'est un extreme parce que je me souviens que le tapis de ring va être déchirant, le bois et tout. Donc entre Christian et Darby Allin c'est un grand malade. Du coup, ils vont en prendre plein la gueule. Et en fait, au bout d'un moment dans le match, Nick Wayne intervient. Et on se dit, il va sauver Darby Allin. Et là, non. Ouais. Nick Wayne, il trahit son ami et il rejoint Christian qui a réussi à rentrer dans sa tête. Ouais. Qui a réussi à rentrer dans sa tête. Donc c'est ouf. On se dit, non mais c'est pas possible avec tout ce qu'il lui a mis, c'est pas normal. Et en fait, le jeune, il voit Christian comme son père de substitution. Son père de substitution. Et on va continuer dans les gimmicks plus tard, où ça va vraiment continuer. Mais dans ce match, il y a un autre truc important. Un énorme truc important. Parce qu'en fait, du coup, Darby Allin, il est à la merci des trois. On se dit, putain, ça craint. Il y a un certain... Et là, on entend les lumières s'éteignent. Ifeanyi Unomi, l'arrivée d'Adam Copeland, donc de Edge, qui fait son arrivée à la WWE. Choc, vraiment choc, surtout qu'en plus la WWE n'avait pas mis de trademark sur Metalingus. Donc ça veut dire que Edge vient avec sa musique. Mais je me dis peut-être que c'était compliqué de mettre un trademark parce que je crois que c'est une vraie chanson. Oui, c'est une vraie chanson, mais ils auraient pu, quoi. Un peu comme Cult of Personality, par exemple. Oui, parce que c'est Punk qui faisait partout. Donc ça peut même dire. Et je crois que c'est même Punk, je crois qu'il avait acheté les... Mais même la phrase Ifeanyi Unomi, oui, ça par contre, n'en fait pas partie. Parce que je pense que tout simplement la WWE, elle avait dû trademarker tout ça dans les années 2010. Mais elle a pu penser qu'en 2025, en 2020, elle risquait... Là, c'est possible. Et Edge, c'est pareil. Donc, du coup, Edge arrive, et on se dit, waouh, est-ce qu'il est là pour aider Christian? Oui, donc, du coup, quand il arrive, il fait croire qu'il va aider Christian, il lui demande la chaise. Ça, je l'ai vu. Pour faire un concerto. Ouais, et en fait, Edge utilise la chaise, et il dégomme Nick Wayne, dégomme Luchasaurus, Christian fuit comme une pute. Il faut le dire, parce que justement, il est ultra large, quoi. Et derrière, on arrive, je crois, à l'une de mes promos préférées. Et pourtant, il ne dit qu'une seule phrase, Christian, mais ça montre la greatness du mec. C'est exceptionnel. Donc on arrive à Dynamite, donc Tony Schiavone accueille Edge. Adam Copeland fait une punaise de promo. Elle est géniale sa promo, vraiment il y va avec tout son cœur, il fait voilà, j'ai fait le tour de l'autre compagnie, là je suis là, je veux affronter les nouvelles personnes.
Je veux vraiment me donner corps et âme. Je veux affronter des gens que j'ai jamais affrontés. Je me sors de ma zone de confort. Et surtout, ma fille m'a regardé et m'a dit, mais pourquoi t'es pas avec tonton Jay? Donc en plus, il casse un peu le kéfeb parce que du coup, il donne le vrai nom de Christian. Donc il dit, pourquoi tu finis pas ta carrière avec tonton Jay? Du coup, il fait, franchement, Christian, Jerizo, ramène-toi, là, il faut qu'on discute, viens là et tout. Du coup, Christian vient, mine fermée. Normalement, il a La gueule des mauvais jours. la gueule des mauvais jours, il vient. Il se met face à lui. Et Edge, il fait toute sa promo. Il continue en disant, non, mais on est des frères. On doit se mettre ensemble, machin, viens, on va affronter les nouveaux gars. Tu peux pas fonctionner comme là, tu fais à insulter les pères et les morts des gens. Nanana. Il lui fait la morale et tout ça. Et du coup, il finit son discours. Et du coup, il lui tend les bras. Et là, Christian ne refuse pas. Et là, ils se font un câlin tous les deux. Et c'est un peu comme la tête de John Cena quand il a fait un câlin à Cody Rhodes, quoi. Christian, il baisse la mine, il monte le micro à sa bouche. Et pour moi, c'est le plus gros va te faire foutre de toute l'histoire. Et go fuck yourself. Il jette le micro, il se casse. C'est exceptionnel. Vraiment, je sais pas si j'arrive à vous le retranscrire. Vraiment, il ne dit qu'une phrase. On lui dit, va te faire foutre. Ouais, va te faire foutre. Et c'est génial. Et Edge, il est, pour paraphraser quelqu'un de grand, il reste pantois. Oui, il est pantois. Ouais, il est pantois parce que vraiment, il s'attendait pas à ça. Et derrière... N'hésitez pas à faire écouter Asturie notre émission. Et derrière, on a la rivalité qui commence entre les deux, parce que du coup, Christian ne veut pas du tout être avec Edge. Il veut qu'il se casse, il ne le veut pas dans lui. Donc du coup, Edge il va un peu s'allier un peu à Darby Allin, justement pour l'affronter Christian, Nick Wayne et Luchasaurus. Et durant un match, il va avoir encore un allié, Christian. Et ça, personne s'y attendait, parce qu'en fait, à l'écran, ils avaient présenté la mère de Nick Wayne. Et on se dit, qui essaie de raisonner son fils. Voilà, elle se dit, tu peux pas rejoindre le mec qui insulte la mort. Tu peux pas cracher sur la mémoire de ton père comme ça. Et ben en fait, elle va rejoindre son fils, elle va rejoindre Christian. Et donc du coup, ça va devenir entre guillemets à l'écran la maîtresse de Christian. Et c'est chaud. Ouais, c'est vraiment chaud, vraiment comme il est devenu le nouvel père de Nick Wayne. En fait, il arrive à récupérer la veuve. C'est vraiment immonde. Et c'est là où il lance le clan. Où il se lance son nouveau surnom. Le patriarche. Oui, mais bah c'est... Voilà, donc c'est vraiment le patriarche, donc vraiment le patriarche. On est sur le gourou de secte. Le gourou de secte, ouais, vraiment, c'est tout ce qui est malsain, quoi. C'est le mal dominant. Désolé, le chien boit un coup. Voilà. Le mal dominant, manipulateur, patriarcal, machin. Et en plus, la mère de Nick Wayne, c'est un peu un cliché. C'est la bimbo blonde de plus de 40 ans. Ouais. Dans son physique. La MILF, comme ça, oui, voilà. Donc, du coup, vraiment américaine et vraiment, qui boit du brandy et qui machin. Donc, ça colle totalement à tout ce groupe. Donc, vraiment, moi, j'adore. C'est parce que c'est tellement dégueulasse. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est vraiment bien joué. Et Christian, exceptionnel. Et là, beaucoup de gens, à ce moment-là, on se dit, il est dans le prime de sa carrière. Niveau personnage, il est à 50 piges. À 50 prime, son personnage, il est à son prime. Parce qu'au niveau promo, au niveau de ce qu'il dégage, au niveau de tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et la rivalité face à Copeland va continuer. Copeland va réussir à battre Christian dans un match. Ouais. Mais en fait, on a un petit peu la rivalité Edge face à Christian qu'on a pas eu à la WWE, quoi. Ouais, c'est ça. Ils la font bien, voilà. Donc du coup, Edge va devenir pour la première fois champion TNT. Donc du coup, on se dit, ouais, il a déjà battu Christian au premier match, un peu bizarre. Mais dans ce même show, Christian, grâce à sa manipulation, il a réussi à intégrer Kill Switch dans un match pour avoir un contrat pour le titre TNT quand il veut. Un peu comme un Money in the Bank. Ouais, Money in the Bank, ouais. Et ben du coup, Edge, il vient de battre Christian. Ouais. Et ben Kill Switch, il arrive, il défonce Edge. Et en fait, Christian, il vient, il fait, maintenant tu me donnes ton contrat. Il est à moi, c'est moi le patron. Ouais, c'est moi le père, ouais. Et du coup, on voit Luchasaurus qui hésite, qui baisse la tête, qui lui donne son contrat. Il le cash in. Et il redevient champion tout de suite. Ouais, donc en fait, ouais. Voilà, donc du coup, en fait, ils ont voulu c'est un Dusty Finish. Ouais, c'est un Dusty Finish. C'est un Dusty Finish. Donc du coup, c'est hyper bien fait. Et je vais finir là sur la WWE, aller voir le reste, parce que derrière, je sais qu'il va en devenir champion trio, Luchasaurus, Nick Wayne et Christian. Il va avoir pas mal de rivalités assez sympas. Il va gagner aussi un genre de Money in the Bank pour le titre WWE plus tard. Mais comme je dis, j'ai pas suivi de manière assidue, donc je vais pas en parler. Je vais juste finir sur le dernier match entre Copeland et Christian. À ce moment-là, dans cette rivalité. C'est un match de fou. C'est un 8-8 match. Ouais.
très violents, les deux à 50 piges, allez, on y va gaiement. Et ça colle bien à Christian qui a putain de lâche, le patriarche, il est quand même lâche au fond. Le segment de fin, il est quand même légendaire et il est quand même bien hard. Parce que Edge, il en peut plus, il va le défoncer, donc le match est bien violent. Et en fait, il va l'attacher dans le coin, un peu comme, Edge va attacher Christian dans le coin. un peu comme, tu vois, Shatter Dream de Goldust. Ouais. Tu vois, il va le mettre dans le coin avec les couilles, machin. Et Edge va sortir sa nouvelle arme qu'il va utiliser plusieurs fois. C'est une batte cloutée. C'est un genre de palais plat, avec plein d'énormes à madrier, avec les voilà. enfin, Et en fait, il va le mettre sous les couilles de Christian. Voilà, du coup, il quitte. Mais il va quand même lui mettre. Voilà. Ça, c'est bon. Et Christian, et Edge devient, Adam Copeland devient champion de TNT. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là sur le run AEW, et vraiment, je vous conseille d'aller voir du Christian AEW, allez voir les segments. Moi, je vais mettre encore plus simple que Messiah, allez voir du Christian. Tout court, parce qu'on va faire le bilan. C'est un des catcheurs, je pense, le plus sous-estimé de l'histoire. Ah oui, on n'est pas loin. Voilà, dans le catch américain, c'est le plus sous-estimé, parce que in-ring, bon, maintenant il a vieilli, donc forcément il en fait beaucoup moins, mais surtout à l'époque TNA, il est exceptionnel. Vraiment, il est exceptionnel. Il doit être dans le top 20 des meilleurs catcheurs de cette période, quoi. Et quand il revient à la WWE dans le in-ring, pareil, il ne rate jamais rien. Il est propre, il est très mal utilisé, mais par contre, il fait le taf. C'est un truc qu'on peut pas lui retirer. C'est que malgré tout, même quand il est mal utilisé, frustré, il va quand même faire le taf. Il va toujours délivrer. Après, tu vois, on peut dire qu'il a été sous-estimé, mais au moins, à la différence de certains catcheurs sous-estimés, lui, il a touché le titre. Ah là, je parle à la WWE. Ouais, mais même si la circonstance fait même que... Voilà, mais au moins, lui, il peut se dire, quand il arrêtera sa carrière et qu'il fera son bilan, j'ai été champion du monde, WWE, TNA et AEW. AEW, il n'a pas été champion du monde. Ah, excuse-moi, c'est un titre... Il a eu les titres secondaires. D'accord, le titre TNT, c'est quoi? C'est l'équivalent du... Intercontinental. Ok, d'accord, oui, ça, je savais. Bah, Messiah, je te remercie. Bah, c'est moi aussi qui te remercie. C'était très intéressant. Je suis content de cette émission. Déjà, on n'est pas tant décousu que ça. Tu vois, t'as un petit peu peur en off de me dire ça va être un peu décousu, mais pas du tout. Non, moi je suis content, c'est qu'on a réussi à tenir bien la chronologie et de parler vraiment de tout. Et ce que je suis content, c'est qu'on a pu parler un peu de la TNA et de l'AEW. En plus de Christian. Alors, je te remercie, les amis. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour donner plein de vie et plein de force à cette émission. Mettez des j'aime, mettez des commentaires. Surtout, abonnez-vous parce que j'aimerais bien qu'on arrive aux 300 avant la fin de cette saison 3. Il reste encore 4-5 vidéos. Et c'est gratuit, c'est juste un petit clic. Hein, donc c'est gérable. Les enfants. C'est gérable, aidez-nous. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à la mettre même sur les autres réseaux sociaux parce que moi, je suis pas un grand connaisseur d'internet, donc ce serait cool. Voilà, si vous pouvez nous aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas la cloche. Et n'oubliez pas la cloche, excuse-moi. Merci beaucoup. Salut. Salut.